Bonjour, ici Robin Mayotte et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC. Aujourd'hui, je te parle des gels énergétiques Ultra Énergie. Après les bars, les gaufres, les mix pour boissons, les purées, NAC complète sa gamme avec 2 saveurs de gel qui descendent bien. Érable salé et choco café. Chaque sachet te donne 200 calories, 27 grammes de glucides, 2 grammes de protéines et 460 mg d'électrolytes. Puis pour ceux qui ont besoin d'un petit boost caféiné, le gel au chocolat contient 35 mg de caféine, question de ne pas t'endormir sur le bord du sentier. En plus, la faible charge glycémique des gels aide à prévenir les problèmes intestinaux. Bref, le produit parfait pour te supporter dans tes gros efforts. Pour les essayer, ça se passe sur le nac.com. Pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 224 de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu, on est en très bonne compagnie. On est au camp de base à Lac-Beauport. C'est rendu quasiment un rendez-vous parce que c'est le 3e épisode que j'enregistre ici. Puis ce soir, on lançait le film Infranchissable de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, en fait d'Alexa Fay, la réalisatrice. Avant qu'on présente mon invité, les gens ici, est-ce que vous avez aimé le film? Au moment de la diffusion de l'épisode, ça va faire longtemps que tout le monde va l'avoir vu parce que tout le monde qui fait du trail au Québec va l'avoir vu, mais on est ici parce qu'il y a un lien, bien sûr. J'ai pas invité quelqu'un qui a aucun lien avec le film. Au contraire, on a quelqu'un, un des rares qui l'a terminé. Il y avait 50 personnes sur le départ du nouveau 170 km de l'Ultra Trail des Chic-Chocs et il y en a 20 qui l'ont terminé, dont mon invité, Robin Mayotte. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick. On est devant le public. Est-ce que de venir au podcast, c'était stressant, sachant que t'aurais 30 personnes qui allaient épier chacun de tes gestes? Je pense que si je les connaissais pas, oui, mais là, j'en connais peut-être la moitié. Fait que c'est pas super stressant, mais si tu regardes ça sur papier, là, c'est assez impressionnant. On a comme l'élite de la trail du Québec ici dans la salle. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup des cute qui sont un club de course qui, je pense, est rempli de légendes. En fait, j'entendais quelqu'un dire quand t'as porté la camisole des cute, tu deviens officiellement une légende. Fait que sachez, c'est comme ça que ça se passe. Pas de pression pour les gens qui sont là. On en a quand même 4 ici dans la pièce qui ont terminé le 170 km. On les a applaudis tantôt, mais je pense que ça vaut la peine. Ben, René, Mathieu, on les applaudit aussi. Ils ont terminé le 170. On voit aussi des visages qui pourraient être tentés de porter cette boucle de ceinture-là dans les prochaines années. Je veux pas nommer de nom, mais je vois des faces que j'aimerais savoir sur ce 170 km-là. On nommera pas de nom, mais on les regarde. Voilà, c'est fait. Le message est lancé. Non, c'est une blague. Bien sûr, il y a le 170 au Chic-Chocs. Il y a plein d'autres distances. Ça commence à des distances pour course pour enfants. Ça monte jusqu'à des parcours linéaires de 88 et 170 km. Robin, toi, tu l'as parcouru. Je pense qu'on va jaser beaucoup de ça. Mais d'habitude, quand on commence le podcast, on dit qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Là, on est chanceux, on est au camp de base. On a des petits drinks caféinés. On a du Noctem aussi qui est partenaire du podcast. Qu'est-ce que tu bois, Robin? Qu'est-ce que je buvais était un espresso qui est passé super rapidement. Super bon espresso. Sinon, je bois de l'eau dans ma flasque. Jour pour jour, ça fait 1 an que je suis sobre aujourd'hui. Donc, on va fêter ça avec une gorgée d'eau. On le félicite! Ouais. J'adore. Félicitations. Très cool. 170 km, bien sûr, on se lève pas un matin et on dit « OK, go, on va aller faire ça. » J'ai le goût de commencer un peu à la base. Pas nécessairement ta naissance, quoique s'il y a une histoire qui est intéressante là, on peut commencer là. Mais mon père, il est là. Ton père il veut parler de ma naissance. La naissance s'est bien passée. C'est plus cher qu'un dossard ou des espadrilles. Je suis né le 1er octobre 97, puis je pense le 30 septembre 97, ils ont changé une règle qui disait que t'avais comme 3000 pièces. 5000 pour ton 2e enfant. Fait que je suis né avec un déficit de 5000 $ pour mes parents. Et encore aujourd'hui, tu portes ce fardeau-là, je pense. Ouais, ça... Et ça part fort. Mais je pensais pas qu'on allait commencer littéralement à la naissance. Parlons de ta première année de vie, les premiers pas. Comment tu t'es mis à faire de la course? Commençons là. Ouais.
Je dirais que depuis que je suis jeune, on a bougé pas mal avec mes parents. Là. Mon père a toujours été quelqu'un de super sportif. Je pense que mon introduction au sport d'endurance est passée par un sport qui a pas grand monde qui connaît ici, mais mon père faisait de l'enduro-cross. C'est comme des courses de longue durée en motocross. Donc, il y avait des 12 heures de là-dessus qui étaient comme des longues courses de motocross qui, tu sais, avaient vraiment pas autant rapport avec la course, sauf que c'est de longue durée. Mais maintenant, avec un peu de rétrospect, je réalise que finalement, tu sais, on fait de quoi qui est un peu semblable. Puis après ça, tu sais, il faisait ça quand j'étais plus jeune. Puis ensuite, ça, j'ai continué à faire du sport un peu toute ma vie, faire beaucoup de randonnées avec les parents. On a grandi dans une Westphalia. Mes parents avaient ça, donc avec ma sœur, on se déplaçait au Québec pas mal tout l'été, là, le tour de la Gaspésie, tout. Puis ensuite, quand j'ai vieilli, j'ai fait plein de sports d'équipe, là. C'est jouer au hockey, jouer au baseball, soccer, plein de choses. Puis finalement, je suis tombé pendant la pandémie. Je courais déjà avant, mais pendant la pandémie, quand tout était fermé, j'ai comme tombé sur la chose que je pouvais continuer, que personne ne pouvait m'enlever, donc aller courir dehors. Je pense que ça rejoint pas mal de monde ici. Puis après ça, je suis tombé tête première là-dedans, un peu comme dans tout ce que je fais, là, 200% là-dedans. Puis ensuite, juste à force de côtoyer des légendes, puis d'entendre des histoires pas d'allure, comment je dirais ça? Tu te transformes en ce monde-là, là. Mm-hmm. Fait qu'en... Tu t'es transformé en qui le plus, tu penses? Ben, je regarde Mathieu en arrière puis René, là, ça ressemble un peu. Il y a des photos du monde avec qui je cours des fois. Là. Non, René, c'est Morissette qui est déjà passé au podcast. Là. Des fois, il y a une photo en particulier, on était un à côté de l'autre, puis c'est comme si on était pareil. Là. Fait que je pense qu'on il manquait qu'une moustache à René, puis on serait pareil. René serait très beau qu'une moustache, faut dire. Ouais, quand même. On n'osait pas le dire, mais maintenant que c'est toi qui le dis. Il est comme le bruit, comme s'il y avait une sonnette, puis il y a un client qui rentrait. Je me demande juste, je sais pas qu'on manque de clients. Il y a une centaine de personnes dehors qui essayent de rentrer. C'est ça, ils veulent tout. Ben, quand ils ont su que c'était toi qui étais là au podcast, en fait, faut que j'apprenne les trucs de ce gars-là. Je voudrais quand même revenir sur l'enduro cross parce que c'est un sport qui c'est la première fois qu'on en parle au podcast, mais j'entends le mot enduro, il y a une notion d'endurance, tu fais des longues distances. Y avait-tu quelque chose là de voir ton père partir sur des longs projets comme ça qui a mis une petite graine dans ta tête? Hein? Un jour peut-être m'a faire du long moi aussi. Je dirais pas activement, mais comme je disais tantôt un peu plus avec rétrospect, maintenant on dirait que quand j'y pense, je me dis calé que ça se ressemble. Puis aussi, tu sais, c'était des plus petites courses, c'était quoi? C'était 4 heures? 2h30, en tout cas. C'est qui est long en motocross parce que ça brasse pas mal, là. Mais aussi, une des parties, je trouve, qui ressemblait le plus, c'est le crew, là. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, lui, on allait pour sa course, mais toute la famille, on y allait ensemble. Ma mère était là, fait que, tu sais, quand il coursait, il fallait, tu sais, fueler le motocross, là. Désolé pour tous les environnementalistes qu'il y a dans la salle, là. Mais tu sais, fallait fioler le motocross, changer les lunettes, faire des choses comme ça, tu sais, que c'était comme vraiment un crew, pis ça ressemble vraiment quand tu regardes à l'UTMB, tu sais, tu sais, disons Mathieu Blanchard qui rentre pis sa blonde est là pis elle change tout dessus comme une équipe de NASCAR, ben tu sais, ça ressemblait vraiment à ça pendant les courses de motocross. Fait qu'il y a ce bout-là qui est pas directement la course, mais quand je pense à un crew, je pense un peu à ça, tu sais, c'est le monde qui sont là pour supporter, mais nous autres, on faisait juste y aller, puis on avait du fun. Je sais que ma mère, elle chialait jamais d'aller là, c'était comme une fin de semaine en famille, fait que c'était vraiment... c'est comme une belle image qui est encore là entre elles, là, d'avoir un crew. Il y a du monde qui le font sans crew, mais moi j'aime ça, aider les autres quand les autres font leur course. Ou, ça fait partie de l'expérience. Exactement. Autant pour le crew qui ont souvent plus de fun que le coureur par certains moments. Ouais. Non, mais on va se le dire, hein, on vient de voir la vidéo, 170 km, c'est le fun aussi pour le crew de se promener en voiture plutôt que... Ouais, c'est d'autres défis complètement. Ben oui, exact. Mais c'est cool qu'il y avait comme, c'était déjà une étincelle qu'il y avait là, puis t'as compris l'envers de la médaille. Maintenant, tu sais c'est quoi aussi pour le monde qui attend, puis pour te fueler toi. Ouais. C'est moins de l'essence, plus de l'eau. Ouais, exact. Voilà. Tu disais la course en pandémie. À quel moment on passe d'un coureur récréatif, on se tient en forme, tout ça, à OK, il y a des trails, il y a du longue distance. Est-ce que rapidement t'as vu du très long, tu t'es dit ça m'intéresse? Je pense j'avais déjà vu une vidéo, il y avait le Golden Trail Series qui avait été à Madère, puis je me rappelle une fois quand j'étais jeune avoir vu ça à la télé, tu sais, ça passait à la télé à je sais pas, à RDS sûrement. Je m'étais dit what the fuck? Genre, ce monde-là, j'ai les distances, c'est quoi? C'était un 150? Ah, c'était un... En tout cas, il y avait des longues distances. Pas une mauvaise réponse. Il y a des longues distances, puis je me rappelle que là, je me suis mis à courir, puis là, tu regardes avec Internet, c'est ça, là, un peu la beauté, là. Non seulement, tu vois ce que les autres font autour de toi, mais tu peux aller sur Internet puis voir les plus malades, ceux qui font les plus grosses distances, les plus gros chronos, pis tout. Puis, fait que j'ai regardé ça, je me disais, calé que j'aimerais ça faire ça.
Mais tu sais, comme tout le monde, tu sais pas trop par où partir, tu sais pas par où commencer. Fait que je me suis juste mis à courir. J'habitais à Sherbrooke dans le temps, là. Fait qu'il y a le Mont Bellevue qui est à côté de l'université. Bon petit tour de 8 km, tu commences à faire ça, là. Tu réalises, tu peux le faire 2 fois, 3 fois. Ça, tu t'en vas au Mont Offord, tu commences à grandir les distances. Puis je savais que plus je grandissais la distance, plus j'aimais ça. Tu tombes dans une zone, c'est le fun. Puis à un moment donné, un soir, j'avais vu une annonce de Bromont Ultra. C'était en 2020, je pense. Puis Bromont Ultra, puis j'ai regardé le 55 km qui avait l'air vraiment le fun. Je me suis inscrit sur un coup de tête, là, je me rappelle, j'étais en soirée au bar avec mes amis. Finalement, un de mes amis, ça a mal viré. Il fallu que je le ramène chez eux, puis là, j'étais à côté, puis je m'occupais de lui. Pendant ce temps-là, j'étais sur mon cell, je vois un email, Bromont Ultra, hein, ça a l'air le fun, ça. Je me suis inscrit sur le spot. Dans un moment quand même assez absurde, on prend soin d'un ami, il est tard, on se dit, c'est là que les meilleures décisions se prennent. Ouais, j'étais un peu face à la chose, je me suis dit, calique, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi en ce moment, hein? Pourquoi je pourrais pas faire de quoi de plus le fun? Puis là, je me suis inscrit, puis finalement, tu sais, ça est parti en boule de neige qui m'a amené juste où je suis en ce moment. Donc, Bromont 55, à ce moment-là, t'avais fait quoi comme distance? Peut-être, j'avais jamais couru de marathon. J'aime ça les sentiers, j'aime ça fait que j'avais jamais couru de marathon. Je courais peut-être des 20-30 km en sentier à ce moment-là, mais c'était quand même un stretch, tu sais. Je savais pas exactement dans quoi je m'embarquais, mais ça reste que, tu sais, c'est à Bromont, c'est sécuritaire, y a pas de danger là. Fait que je pense que c'était une bonne décision. Tu sais, je me rappelle après la course, moi, j'étais surpris, ça avait super bien été, j'avais été super, respectueux de la distance, là, j'avais pris ça super relax, puis à la fin, je me disais, calique, je suis encore capable, puis là, tu sais, là, ça a débloqué, genre, qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Ouais. T'as fini ta première plus longue distance, puis tu t'es dit, je suis pas complètement détruit, donc. Exact. Il y a plus long, il y a plus fun, potentiellement, pour quelqu'un qui aime la longue distance. Qu'est-ce que t'as fait? Tu dis, t'as respecté la distance, t'as fait tes devoirs. Qu'est-ce que t'as fait dans cet été-là qui mène jusqu'à Bromont en 2021? Bon, je pense que j'ai rien fait de vraiment spécial, là. J'ai regardé sur Internet un peu qu'est-ce qui était acceptable, là. Je suis pas arrivé là-bas avec aucun volume, là, mais c'est ça. Fait qu'un entraînement normal qui me mettait en confiance, là. Je pense que c'est ça un peu la clé, là. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, qu'est-ce que, rendu sa ligne de départ, ferait en sorte que je suis confiant? Ouais. Tu le fais. Fait que j'ai regardé sur Internet un peu, tu sais, c'est quand même standard, là. On est chanceux, il y a beaucoup de, tu sais, peut-être là 20 ans, c'était un peu plus nébuleux qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour te préparer, tandis que là, c'est assez bien connu, là. Fait que j'ai utilisé les ressources, ouais. Le trail, c'est un sport qui est communautaire. Y a-tu des premières rencontres qui sont faites dans cette année-là de préparation vers ton premier ultra? Allez, tu me passes un lay-up, puis là, je dunk. C'est toi que j'ai rencontré, celui QMT 80, mais oui. C'est là qu'on Ça a l'air planté comme question, j'étais zéro au courant. Il connaît très bien son script. Il y a des invités ici qui suivaient moins le script. Ouais. Donc, Robert, parle-moi de ça. Pour vrai, je savais même pas. Je me rappelle qu'on s'est croisés, mais je me rappelais pas que ça allait mener à plus. Ouais, mais c'était ça en 2000. Hey, attends, check ça. Hey, ben là, les auditeurs pourront pas voir, là. Je me suis préparé. Tu peux montrer à la caméra ici. Mais... Moi, j'oublie tous les chiffres dans la vie, là. Fait que je me suis fait un papier. En 2021. En 2021, c'était le QMT 80. J'étais au départ, puis ça, il y avait des kios, il y avait toi, il y avait JP, il y avait d'autres personnes, vous aviez des camisoles full flash. Puis je trouvais ça cool. Sur le départ, je me suis dit, hey, c'est donc bien, ils font partie d'une gang, je sais pas trop. Puis après ça, sur le parcours, on est parti puis on s'est croisés plus vers la fin. Toi, t'étais sur le 113. Non, sur le 100. J'étais sur le 110, mais j'ai fait un 80 journée-là aussi. Ah oui, ok, je savais même pas. Ah. Il y a des raisons comme ça qui arrivent. Mais ouais, c'est ça. Correct. Fait que après ça, on s'est rencontrés plus en fin de course, on a jasé. Puis moi, je venais juste de prendre un stage à Québec, là, j'étais à l'université à Sherbrooke. Puis là, j'étais jasé, puis je disais, tu sais, c'est sûrement un club de course. Puis là, tu m'avais dit ça. Tu m'as dit, ah ben oui, tu t'écriras sur Facebook. Je me rappelle plus exactement. Je pense pas que c'était à toi directement, là, mais tu m'as dit, écris à quelqu'un sur Facebook, puis tu verras. Juste lancer ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Écris à Mathieu, il est fun. Ouais, je pense que c'était Thomas Duhamel, en fait. Ouais. Ça se pourrait. J'étais en coup de chaleur, hein. Fait que ce que j'ai dit, je suis désolé, Thomas. Tout le monde qui me parle des kilos, j'en vais vers toi. Il est là maintenant. Voilà. Mais oui, tu sais, fait qu'à Sherbrooke, je courais avec des amis, mais il y avait pas vraiment de communauté bien définie, là. Tandis que là, quand je suis déménagé à Sherbrooke, à Québec, excuse, j'ai commencé à courir là, les mercredis avec vous, qui était clairement en dehors de ma ligue de coureurs, là. Moi, tu sais, j'étais habitué de courir avec des petits amis des distances, puis tu sais, moi, j'étais comme le plus gros coureur qui a fait un 55 km, puis là, tu sais, t'arrives là, puis il y en a qui font ça le 40 km le matin, tu sais, fait que ça a été comme le premier vrai, la première vraie porte qui s'est ouverte, que je me disais, calique, ok, là, il y a du monde qui font ça, avec qui je peux en parler. Tu sais, je savais que ça existait, mais j'en avais jamais rencontré des animaux de même, là, fait que... C'est sûr que
Tu sais, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour les cute, t'arrives quand même dans un bon club d'animaux dans le sens où t'as des personnages, t'as des gens, comme tu dis, pour qui tu parles d'un 40 km puis c'est ce qu'ils ont fait pour se rendre au cute. Là, tu sais, à un moment donné, les cute, c'est toujours les 3 mêmes heures depuis toujours. Puis à un moment donné, il y a du monde qui sont mis à venir qui rajoutaient des points de rencontre plus tôt. Oui. Jeff, je pense que ça partait de chez eux, le premier point de rencontre, il était seul tout le temps, mais les queues se sont comme extensionnés, hein. C'est plus juste en ville, ça part de loin. Hein. Exact. Fait que c'est là que t'as rencontré justement cette belle faune-là, pis t'as comme découvert un sport, ou en tout cas une communauté qui fait des choses assez folles. Ouais. Là-dedans, il y a du monde qui font des courses organisées, t'étais déjà dans cette mouvance-là de faire des courses avec Dossard, mais là, tu côtoies des gens qui font des projets fast-pack solo, puis je me rappelle, dans ces années-là, qui ont suivi, t'en as fait aussi des projets solo un peu fou, là. Une certaine fois où t'es parti de Sherbrooke jusqu'à Québec à la course et d'autres, à quel moment justement le champ des possibles s'est ouvert, puis là tu t'es mis à regarder les courses ou les projets, puis là tu t'es mis à regarder des longues distances. Ouais, mais je pense qu'il y a un certain moment que tu réalises que dans le fond il y a rien qui définit, tu sais, il y a des événements, il y a des distances, mais en gros t'as juste besoin de tes 2 pieds. Fait que si tu vas aller à quelque part, tu peux juste organiser n'importe quoi, t'as besoin d'un sentier, puis t'as besoin d'avoir du temps. Fait que tu sais là, il m'est venu plein d'idées loufoques là, comme tu dis la fois que j'ai fait Sherbrooke Québec là par une piste cyclable, tu sais. Et j'étais combien de kilomètres ça? C'est 200 pile. Ça a donné 200,1 km de chez nous à Sherbrooke à chez ma blonde à Québec. Wow. Si quelqu'un veut le faire, écrivez-moi, mais conseil d'amis, faites-le pas. C'est effroyable. Ben, ça aussi, c'est effroyable. C'est une des seules autres choses que je dirais, c'est effroyable. Parce que c'est de la piste cyclable pendant 200 km. Ouais. Puis j'ai décidé, pour une raison ou une autre, j'ai décidé cette fois-là. J'avais eu l'idée, ça fait longtemps. Je me suis dit, ça serait vraiment drôle. Puis au début, l'idée, c'était plus comme je m'étais dit, ça serait drôle d'aller porter de quoi à ma blonde, de complètement stupide, genre aller porter une fleur ou je sais pas trop. Puis là, j'avais pensé à ça. Puis c'est une très bonne idée, je trouve. Ouais, c'est une bonne idée, mais en fait, j'ai pas traîné la fleur là, mais j'imagine la fleur après 200 km dans une veste, ça ressemble un peu au beigne que René amène dans son sac. Elle a arrêté de maganer ta fleur, je pense. C'est ça, et là finalement, j'ai juste eu cette idée-là, puis j'ai décidé d'y aller avec une poussette. Parce que je m'étais dit qu'avec un sac à dos... Non, c'est ça l'affaire, parce que j'avais oublié. C'était pendant la semaine de relâche, mais j'avais de la job à faire d'école. Fait qu'il fallait que je traîne mon ordi puis mes livres. Fait que ça marchait pas dans un sac à dos. Fait que j'ai acheté une poussette sur Marketplace à genre 50$. Mis ça dans une grosse boîte. Là, j'ai une photo, juste acheté une grosse boîte au Canadian Tire. Mis mes affaires là-dedans. Puis je suis parti sur la piste cyclable. Aussi pour une raison loufoque, je m'étais décidé de le faire pas de cellulaire. Fait que j'avais acheté une vieille carte dans un dépanneur pour me guider. Finalement, c'est une piste cyclable. Fait que t'as pas besoin de carte, là. C'était un peu... un peu cave. Puis tu l'as-tu fait d'une traite? T'as arrêté de dormir sous la poussette? Je suis arrêté de dormir, là. C'est surprenant, là, pour le monde, les parents d'entre vous, là. Vous allez sûrement comprendre, mais c'est vraiment différent, là. Pousser une poussette, j'ai comme réalisé vite que... tu sais, tu peux pas pousser à 2 bras tout le temps. Fait que quand tu pousses à une main, tout ton corps rotate. Puis là, ça fait des genres de points de pression partout. C'était balancement. Je me suis scrappé. Première journée, j'étais complètement magané. C'était une journée de 80 kilos. Tu sais. De bord, je ferais peut-être à 5 minutes du kilo normalement, mais là, tout de suite, 7 minutes du kilo, puis c'est à gravel. C'est pas sur l'asphalte. Ok, c'est une cyclable de gravel. Ouais. Puis il a mouillé tout le long. Fait que tu sais, je me suis couché la veille avant de partir mouillé. Je me suis levé mouillé, puis il a mouillé jusqu'à temps que je traverse le pont de Québec. C'est non-stop. Fait que c'était assez difficile, mais oui, la première nuit, j'ai dormi en dessous d'une table à pique-nique. La deuxième nuit, là, j'étais mouillé, j'avais froid. Fait que j'ai dormi dans le carpool de quelqu'un à Lister, qui est entre Lobinière et Victoriaville. Y avais-tu demandé avant? Ben là, on entend tant qu'en en parlait, on va en parler. Parlons-en. Là, j'avais fret, tu sais, j'avais de la misère, ça allait pas bien. Là, je me suis dit, je me paye la traite, je demande à quelqu'un pour dormir dans son carpool. Fait que là, je vois, il y a comme la piste cyclable, puis là, je vois la première maison à côté, un beau carpool, mais il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre avec des gros yeux. Non. Bon flash. Fait que là, je regarde la deuxième maison. Ah, ça a l'air correct, ils ont un carpool aussi. Fait que je vais cogner, puis là, je réalise. En fait, je suis habillé exactement comme je suis en ce moment, là, avec une chemise. J'aime ça courir en chemise. J'avais ma chemise, mais tu sais, j'ai l'air un peu... je dirais ça, j'ai l'air de n'importe quoi, là, habillé comme ça. Fait que là, je cogne. Il y a une madame qui ouvre, peut-être une 50aine d'années, non, 60aine d'années. Elle me regarde avec des gros yeux. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, excuse, tu sais, je faisais Sherbrooke, Québec, puis là, je suis mouillé. J'aimerais ça si je peux juste mettre mon matelas en dessous de votre carpool. Là, pas sûr. Là, finalement, j'ai dit, tiens, j'ai mes cartes, là, prendre une photo de mes cartes pour, ça me dérange pas juste pour te montrer que je suis pas un bandit ou là mon Facebook, tu sais. Elle check ça, puis elle a dit, c'est correct. Tu peux dormir. Fait que là, moi, je suis tout content. Je set up mon stock dans le carpool. Finalement, elle rouvre la porte, puis elle dit, tu veux-tu venir souper?
Ah ben oui, pourquoi pas, tu sais, moi. C'était vraiment minimaliste, là. Mon repas, c'était du minute rice avec des beans séchés dans un Ziploc, genre que je mettais de l'eau dedans, là, tu sais. Fait quand il m'offre le souper, oui, madame. On refuse pas une invitation comme ça. Là. Ouais, exact. Fait que là, finalement, je rentre, c'est comme une petite famille québécoise super, tu sais, de village super le fun. On parle pas de Georges pendant la soirée. Fait que là, je dis, ben là, je vais aller me coucher, puis là, il me propose, tu veux-tu prendre une douche? Je dis, tabarouette! Et on dirait vraiment le début d'une blague, là, mais c'est pas une blague, là. Il me dit, veux-tu une douche? Ça fait, ben oui, je veux une douche. Si vous, je l'aurais jamais demandé, mais si tu le proposes, tu sais, j'avais froid pis tout. Fait que je m'en vais dans la salle de bain pour prendre la douche. J'ouvre le robinet. Pour une raison quelconque, la sortie du robinet en bas pète, pis elle part, pouf! Pis elle part. Mais là, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que là, je me rhabille. Je sors, pis là, je dis, excuse, je pense que j'ai brisé le bain. Là, il dit, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Là, il venait voir, là, excuse, j'ai rien fait, là, j'ai parti. Ah, c'est arrivé, ça, l'année passée. Bon, au moins, OK. T'étais pas responsable. Fait que là, elle dit, ben, je suis désolé, je peux pas prendre de douche. Là, je vais pour m'en aller, je fais, je peux prendre une douche pareil. Là, je peux-tu essayer de me laver? Ils font, ben oui. Fait que là, j'étais à 4 pattes dans la douche, à prendre l'eau qui sort du robinet en bas, puis je me lave. Finalement, ça a fait la job. Puis, c'est ça. Fait que j'ai pris ma douche. Pas de douche, on s'entend. C'était vraiment meilleur que pas de douche. Voilà. Mais j'aime qu'ils te l'ont proposé après le repas. Ça a dû comme... Ils ont dû faire... il est smart, mais... On va y offrir une douche. J'avais jamais pensé à ça. C'est sûr que c'est ça. Je vais pas insinuer que tu sens mauvais. Il y a n'importe qui a couru 80 km sous la pluie, ça sent pas les roses. Et puis là, tu viens juste de découvrir je passe cette histoire-là, là, mais en plus, je chantais la merde parce que je m'étais dit, en m'en allant, il y avait plein de canettes. Tu sais, là, je faisais au début, avant de prendre la piste cyclable, c'était des rennes de village, puis il y avait plein de canettes à terre sur le bord de la rue. Je me suis dit, je peux pas laisser ça de même. Fait que je ramassais les canettes sur le bord, puis là, je mettais ça dans un sac. Puis à la fin, j'ai pris cet argent-là, mais là, tu sais, je sentais tu sais, il y a toujours un peu de fond de bière là-dedans. Fait que je sentais la bière, tu sais, la vieille bière sale. Puis, juste pour finir cette escapade-là, là, j'ai pris les bières, je les ai ramenées. Tu les as traînés tout le long? Ben, je les ai traînés jusqu'à temps que la piste, parce qu'à la piste cyclable, il y a plus de bière, là. Il y a pas tant de monde qui se met chaud sur la piste cyclable, là, surtout pas entre Leicester puis Warwick. C'est connu. Puis, fait qu'en rentrant sur la piste cyclable, j'ai arrêté, il y avait une épicerie, je l'ai mis, puis je me suis acheté une bière avec avec les consignations de ça. Fait que finalement, c'est ça, pour finir, tu pensais pas qu'on allait parler de ça aussi longtemps, hein? C'était pas écrit dans le script, mais je pense que ça vaut la peine. Tout le monde est d'accord ici. Ben ouais, fait que finalement, j'ai fini la dernière journée qui a été vraiment difficile, là, tu sais, j'ai arrêté à toutes les 2 kilomètres, me coucher à terre parce qu'il y a plus rien qui marchait. Finalement, traversé le pont de Québec, puis je me suis rendu, mais dans la ville de Québec, ça a été un bizarre de peut-être 10 km du pont jusqu'à chez nous, parce que là, tout le monde pensait que j'étais un itinérant. Tu sais, j'avais une vieille poussette toute décrissée. Hey, désolé, il y a peut-être des enfants qui écoutent ça. Bouchez les oreilles de vos enfants. C'est plutôt rare. OK. Après mon invité de la semaine passée, que vous savez pas encore, je pense pas qu'il y ait d'enfants. Non, il y a plus d'enfants qui écoutent. Passez ça, c'est fini. Vous le saurez plus tard, vous comprendrez. Ouais. Fait que non, il y a pas d'enfants, je te rassure. C'est bon. Fait que c'est ça, je me suis rendu chez eux, mais tu sais, à tous les arrêts de bus, là, le monde me regardait. Pourquoi l'itinérant, il court aussi vite que ça, tu sais? Ouais. Là, je me suis rendu, puis tu sais, j'ai été scrap pendant longtemps, là, mais ouais. C'est tough courir sa route. Clairement, mais je comprends que t'es allé dans la pain cave, nécessairement, si on arrête aux 2 km, que c'est tough physiquement, ça devient tough mentalement. C'est un beau projet, c'est divertissant à raconter, mais ça a dû nourrir quelque chose, puis ça a dû te préparer pour ce qui a suivi, parce que 200 km d'asphalte avec une poussette à ramasser des canettes en consigne, c'est connu comme étant une très bonne préparation pour un 100 miles. Ouais, puis je dis que j'ai le slowest known time Sherbrooke-Québec. Ouais. Ça a pris 30 heures de mouvement, là, mais 3 jours, fait que c'est ça, c'est ma plus grosse victoire. Ils ont pas accepté encore le site, le slowest known time. Ils ont pas répondu. Mais c'est décevant. En fait, si écoute, on leur recommande de t'accepter parce que je pense que ça vaut la peine, surtout quand on a tout le contexte, l'histoire, l'anecdote. On remercie quand même cette famille-là de bons Samaritains qui ont accepté de te nourrir, de te nettoyer comme ils pouvaient, puis de te laisser finalement te dormir dans le carport. Ouais, j'ai dormi dans le carport. Ils ont dit, OK, la prochaine étape, on y offre un lit, il est posé notre douche, je m'étais pas assez bien lavé. Il était pas prêt à ça. Non. Mais oui, mais tu sais, ça, c'est un exemple parfait de, tu sais, des fois, t'entends du monde conter des histoires pas d'allure, mais tu sais,
moi, j'aurais peut-être jamais pensé à ça si j'avais jamais entendu des gars comme, tu sais, René puis Mathieu qui comptent des histoires pas de bon sens de fast-pack. C'est juste, quand tu réalises que, fuck, tu sais, si j'ai des idées puis je suis capable de faire des choses comme ça, je peux juste l'organiser moi-même. Ouais. Fait que, tu sais, faut pas juste que tu penses, les choses possibles, c'est pas juste les courses qui sont organisées. Si ça te tente d'organiser des affaires par toi-même, fais-le. En sécurité, là, pour avoir pas tout seul d'un chic-choc si t'as jamais couru, là. Effectivement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été un exemple parfait pour moi de genre, oh my god, tu sais, quand t'es capable de courir des longues distances, t'es capable de t'organiser des affaires pas d'allure de même. Puis même si c'était pas le fun pendant, c'était un vrai, tu sais, type 2 fun. Ouais. Maintenant, quand je repense à ça, je trouve ça tellement malade. Je pense que tout le monde qui écoute ici, je te remercie de l'avoir vécu pour nous le raconter. Mais je pense qu'il y a de quoi de le fun aussi d'en couvrir des longues distances. Même si on lui donne pas un sens, genre aller porter quelque chose à ta blonde, ça reste que l'idée de couvrir une aussi longue distance, le linéaire, de partir d'un point A d'aller à un point B fucking loin. Ouais. Il y a quand même de quoi qui est motivant là-dedans, qui est trippant, puis juste de regarder une carte puis regarder la trace puis dire 200 km, tu peux le faire en faisant des boucles de 2 km autour de chez vous. Ouais. Tu vas avoir le même chiffre à la fin, mais il y a de quoi de vraiment plus trippant de partir d'un point A qui, là, dans ton cas, c'était où tu habitais à Sherbrooke, puis où tu fais ton stage à Québec, puis de le couvrir, de le traverser, puis de voir cette espèce de ligne-là qui couvre 2 points que le monde font en char, puis qui disent « Hey, c'est long même en char! Ouais. » Toi, tu l'as couru. Ben, moi, j'ai déjà dit que c'était long en char, fait que je suis pas immunisé à ça. Là. Non, c'est ça. Ben, je pense qu'on l'a tout fait, cette joke-là, puis on l'a tout entendu. Tu fais un 100 km en fin de semaine. Hey, je fais même pas ça, c'est long. Ouais, c'est long à course aussi. Ouais, exact. Mais tu sais, regarder sur la carte puis le voir faire une ligne, c'est malade. Puis c'est une des raisons pourquoi, tu sais, le 170 kg des chic-chocs est si le fun que ça. C'est que, tu sais, tu regardes 2 points, tu te dis, oh my god, passer du début du parc de la réserve faunique de Matane, puis se rendre jusqu'à la base du Mont-Albert, ça a comme pas de bon sens de faire ça. Mais c'est tellement, le cerveau trouve ça gratifiant de, tu sais, dire, oui, j'ai couvert une distance, c'est pas sa ligne de départ, puis tu dis, bon, où c'est que je m'en vais? Ben, je m'en vais ici, demain. Je fais une boucle, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Tu parles des chic-chocs. Ouais. C'est une belle passe à la palette, mais j'ai le goût d'attendre encore un peu parce qu'il y a d'autres affaires que j'ai le goût qu'on jase parce que, clairement, le Sherbrooke-Québec, c'était une belle bougie d'allumage. Mais ton premier 100 000 avant de faire les chic-chocs, t'as fait l'Ultra-Trail du Fjord du Saguenay. Ouais, ça a été officiellement ton premier 100 000 en course organisée parce que Sherbrooke-Québec t'as fait avant. Sherbrooke-Québec était un mois après. Ah, c'est après? OK. Après donc, le Fjord du Saguenay. Littéralement ton premier 100 000. Ouais. À quel moment on se dit, OK, là, je suis prêt, je m'inscris à un 100 000? Je l'ai fait de façon, tu sais, si tu regardes ça, c'est quand même rapide, mais j'ai quand même passé d'une année, j'ai fait un 55 km, 80, 100, puis l'année d'après un 160, fait que j'ai comme fait la progression, j'ai comme fait toutes les distances avant. Puis t'as fait un 113 d'un C'est ça, exact. C'est un 113 en termes de kilomètres, mais en termes de durée, on s'entend, c'est plus long que toutes les autres courses qui sont pas 100 000 au Québec. Là. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je suis tombé sur le 113 km des chic-chocs, c'était-tu? Non, c'est la deuxième année qu'il le faisait, je pense, en tout cas. Puis je suis tombé là-dessus, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Je pense un peu comme les chic-chocs, là, c'est facile de comme comparer les courses en regardant, tu sais, les distances ressemblent à ce que je fais le 125 Arcana ou le 113 là, pis tout. Finalement, je suis tombé là-dessus, qui était, tu sais, avec un peu de recul, c'était une grosse coche entre j'avais fait le 80 kg du QMT, passé à 113 des chic-chocs, qui était une grosse coche. Mais, c'est mon genre de course. Moi, je suis pas le coureur super rapide. J'aime ça power hiker. J'aime ça les grosses montées, les grosses descentes. Fait que ça tombait un peu, j'allais dire dans mon champ d'expertise quand tout le monde est plus rapide que moi dans la salle ici, là, mais fait que ça, puis j'ai fait le 113 kg des chic-chocs qui a pris quand même 23h50, je pense. Une affaire de même, je me suis battu pour le 24h. Puis après ça, je me suis dit, OK, 24 heures, il y a sûrement des 100 000 que ça doit être quand même dans ce même range-là. Puis je suis tombé sur le parcours du Saguenay, que je sais qu'il est une super de belle région. Puis tu sais, j'étais pas trop confiant en y allant, mais je savais au moins que j'avais déjà joué dans les mêmes zones un peu du pancake puis de la fatigue, là. 24 heures, ça reste que t'as le temps d'être fatigué quand même. Mais oui, donc le 113 des chic-chocs m'a donné vraiment confiance de m'inscrire à n'importe quel 100 000. Là. Puis de faire ce 113-là, ça a-tu motivé plus tard de dire, ben allez faire un 170 tant qu'avoir fait 113, je vais aller faire plus long. Ouais. Comme coureur, quand on se met au trail, on finit par trouver ce qu'on aime pas. Ouais. Là, tu fais 113 km d'un chic-choc, tu y es retourné, je suppose que t'aimes quand c'est très technique. Tu le disais tantôt, quand ça avance un peu moins vite, quand il y a des grosses montées. Là, t'avais trouvé ton style de course. Ouais. Le Fjord du Saguenay, il s'inscrit quand même aussi là-dedans, je pense, en termes de technicité. Je pense que ça se compare, on peut rien comparer au chic-choc, mais c'est extrêmement technique aussi au Saguenay. Il y a de la grosse montée dans le centre de ski à la fin, c'est bien pentu. Est-ce que le choix de cette course-là pour faire ton premier 100 000 est influencé par quelque chose? C'est sûr que je suis plus un gars d'aventure. J'aime ça
je dirais ça. J'aime ça être dans le bois, profond dans le bois, là. J'aime ça sentir que je suis en train de bouger à quelque part, que, tu sais, c'est pas facilement accessible. Puis même le Saguenay est quand même plus facilement accessible, pas mal, que les Chic-Chocs, là. Mais oui, c'était plus il m'attirait parce que, justement, tu vas profond dans le bois, puis le Saguenay, tu sais, la nuit, je pensais les Persides quand on l'a fait, puis tu sais, c'est magique, là, t'es vraiment dans la nature, t'es au top du Mont-Édouard, même s'il y a une station de ski, là, tu te sens complètement perdu dans le bois. Je pense que ça a été un bon choix aussi, là. Puis le Saguenay, le monde le savent que c'est beau, mais je pense pas que le monde sache à quel point c'est beau, là. Le parcours, il est incroyable, du 160 km, il passe par tous les plus beaux coins du petit Saguenay. Moi, j'ai vraiment trippé sur ce parcours-là. C'est un coin du Saguenay qu'on connaît un peu moins, dans le sens où naturellement les gens vont aller faire le sentier qui est de l'autre côté du fjord, qui est le sentier du fjord, je pense que ça s'appelle. Les gars, vous l'avez fait, c'est ça, le sentier du fjord, qui finit à Tadoussac, où il y a le Beluga Trail, le parc national, il est des deux côtés, mais le côté L'Anse-Saint-Jean, là, ce coin-là est un petit peu moins connu. En tout cas, moi, quand je me suis mis au trail, j'entendais pas de monde parler qu'il allait courir là. La course a emmené du monde dans ce coin-là, puis on fait découvrir pas juste un bel événement, c'est que c'est magnifique. Ah oui. Je n'ai parlé plusieurs fois avec des gens qui l'ont fait, Joël Hébert notamment, avec le directeur de course. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce parcours-là quand tu dis que à quel point c'était beau, à quel point c'était trippant comme événement? Le coin sur le bord, c'est quoi? C'est-tu la rivière? C'est quelle rivière qui passe là? C'est le fjord du Saguenay, mais c'est-tu la rivière Saguenay? C'est Rivière Éternité. En tout cas, il y a comme un gros cap de roche qui est effroyablement beau, là. Il y a un aid station spécifiquement sur un long quai d'où est-ce que tu vois toute la crête descendre, là. Ça, c'est particulièrement beau, là. C'est une des plus belles places au Québec que j'ai vues. Puis là, en plus, tu pars de là, puis tu sais que tu continues, puis tu longes toute la crête. C'est vraiment le fun, ça, d'avoir ce feeling-là, de voir loin, puis je m'en vais là. Ouais. Là, tu te rends jusqu'à l'autre aid station. Puis je pense que ça, c'est la plus belle partie du sentier. On n'a pas eu la course officielle. Je pense qu'il n'y a jamais eu lieu parce que ça a été inondé. La première édition, c'était full boiteux. La deuxième, c'était un déluge. Ils ont fini par faire 3 boucles en 2020. Fait que je sais plus trop qu'est-ce qui représente qu'est-ce que c'est la course normale, là. La beauté des courses en milieu éloigné, c'est que t'as le parcours sur le site, t'as le parcours en vrai, t'as le kilométrage qui varie, puis c'est ce qui rend ça le fun. Mais oui, mais c'était une belle course, puis plus accessible que les Chic-Chocs, là. Il y a une bonne section roulante au milieu aussi, là, pour du monde qui sont plus rapides, c'est le fun. Mais oui, moi j'ai aimé l'organisation, c'était super, le parcours il est super beau. Tu sais, des fois je vois comme Jeff Cochon puis Hélène qui repartent là-bas des fois, puis tu sais, à tous les jours ils font une trail de 30 kilos différente, puis c'est toujours malade, là. Fait que c'est un méchant beau coin. Fait que là, tantôt tu disais, la première fois que t'as fait un 55, t'as terminé avec encore un peu des jambes, pis encore surtout l'envie de continuer, tu dis ok là, j'aimerais ça faire plus long. T'as fait un 80, t'as fait un 113 qui t'a pris quasiment 24 heures, là t'as fait un 100 000 qui en prend 31. T'es-tu encore dans le même état d'esprit de finir pis de se dire, peux-tu aller plus loin? Après le Saguenay, j'étais détruit solide. Je me suis comme blessé au kilomètre 100, j'étais plus capable de déplier ma jambe. Fait que j'ai comme, tu sais, fini deadman marching toute la fin, boiteux, tout croche, j'étais complètement magané. Fait qu'après cette course-là, je dirais pas genre, à la fin de ça, je me disais « Holy shit, ça a pas de bon sens ». Puis dans ma tête, ça, c'était comme la fin normale d'un 100 000. Là, je faisais vraiment dur. Là. Tu sais, marcher jusqu'au char, c'était une tâche herculéenne. Puis en plus, comme un épée, moi et ma blonde, on partait en voyage le lendemain à Montréal. On la voit rire là-bas. Ouais, j'ai en douane pour ça, là, tu sais. Fait que tu sais, j'ai vraiment payé cher. On partait en Argentine. Fait que tu sais, j'ai comme fini... vol pour quelqu'un qui a les jambes en béton. Ouais, 20 heures de vol, là. Fait que tu sais, on a fini, puis là, moi, je marchais. Tu sais, j'avais de la misère à marcher tout court, là, avancer. C'était vraiment tough. Fait que tu sais, là, fallait partir chez nous, redescendre, on dormait, puis le lendemain, il fallait être genre à midi à Montréal. En tout cas, fait que tout ça, ça a été compliqué. Puis là, je me disais, man, c'est le fun des 100 000, mais là, c'est-tu tout le temps magané de même? Ça a pas de style bon sens? Finalement, non, là. Si tu gères ta course comme du monde, t'as pas besoin de boiter pendant 2 mois, là. Mais oui, fait que tu sais, après ça, non, je me disais pas, my god, qu'est-ce qui est possible? Je me disais, j'étais même pas sûr si... T'avais pogné un bon mur à ce moment-là, t'avais trouvé ton... l'affaire qui te challenge puis qui te fait sortir de la zone de confort, mais que t'as pas le goût encore d'aller explorer plus loin, là. Ouais, exactement, là, c'est comme une réalisation que, tu sais, les autres courses avaient toujours bien fini quand même, tu sais, toujours mal pis tout, mais cette fois-là, je me disais, my god, je peux pas être plus magané que ça, là. Puis là, moins d'un an plus tard, tu faisais le 170 des Chic-Chocs. Ouais. Dans le processus décisionnel, raconte-nous, on finit le 100 000, on est scrap, on s'en va en Argentine. Ouais. À quel moment t'as eu le goût d'aller essayer autre chose? Puis à quel moment tu t'es dit, les Chic-Chocs 170, c'est la réponse? Je pense que la réponse c'est FOMO, Fear of Missing Out.
Et se tenir avec du monde comme la gang à Québec, là, ils en parlaient, puis dès qu'ils se sont mis à parler de ça, je me dis, oh my god, c'est sûr que je m'inscris à ça, là. Je peux pas voir comment tout le monde va en parler puis va aller là. Puis moi, je vais décider, non, c'est pas pour moi, c'est sûr que j'y vais. Fait que, j'ai fait mon entraînement, puis moi, je m'inscris tard d'habitude aux courses, là, j'attends d'être, c'est ça qui est le fun des 100 000, vu que ça se remplit pas tout de suite. Tu peux attendre d'être assez en forme pour t'inscrire, à la place de t'inscrire puis de blesser en cours de chemin, là. Fait que j'ai attendu, là, à un moment donné, ça allait bien, j'ai fait une grosse semaine, puis on est allé faire le sentier des Caps, un genre de 60 km pendant la journée, puis à la fin, je me sentais top shape. Je me suis dit, ok, je suis correct. Ça, c'était comme mon... je me suis inscrit, je pense, le lendemain matin, là. Puis, fait que, tu sais, il y a pas eu... La transition, ça a juste été d'entendre le monde en parler. Puis là, je me suis dit, calique. Puis, tu sais, j'espère que ça va faire ça pour plein de monde en voyant le film, puis, tu sais, peut-être en écoutant le podcast, de se dire, calique. Ça me tente de faire partie de ça, moi. C'est ça l'objectif. Avant qu'on passe dans les chic-chocs, quand je le tease, on y arrive, mais il y a un voyage que t'as fait avec Philippe Poulin. je pense que tout le monde ici et tout le monde qui écoute, soit ils le savent, soit ils le savent pas, mais ils veulent savoir. Ouais. C'était quoi ce voyage-là? C'était un voyage de course que vous avez fait. Raconte-nous, c'était quoi l'idée derrière ce trip-là? Ouais. Pour mettre la table, Philippe Poulin, qui a peut-être sûrement pas tous les écouteurs connaissent, là, mais c'est un... Mais il devrait. Ouais, il devrait le connaître, vous devriez tous connaître. On le voit dans le film, ceux qui l'ont vu, c'est le pacer de Yannick Bernard. Ouais, exactement. Philippe Poulin, qui est une légende à Québec puis en Beauce. Puis pas juste parce qu'il a porté la camisole, je pense qu'il y a beaucoup de choses, notamment une troisième place au QMT 100 000 l'année passée. Ouais, tu sais, c'est un jeune, là, il a 21 ans, il a gagné, il a fini troisième au QMT à 20 ans sur le 100 000, fait que tu sais, c'est un excellent coureur, puis une machine de volume, fait que tu sais, lui, la seule chose qui l'allume dans la vie, c'est juste courir tout le temps. Il va courir en 24, il y a comme de 5000 km. Il y a comme 5000 kilos avec 200 000 mètres de D+, fait que c'est un malade. Puis moi, je voulais aller aux États-Unis dans sa côte ouest. Fait que j'ai regardé ça, puis j'en parlais un mercredi matin, puis j'ai dit, hey, moi, ça me tenterait peut-être d'y aller. Fait que moi, j'ai booké un vol avec Phil Poulin, j'adore ce gars-là, mais il faut mais c'est pas lui qui va organiser ça. Fait que finalement, j'ai organisé le voyage pour deux. Puis on a trippé ben raide là-bas, mais tu sais, c'était tout qu'un voyage, là. Les deux, on est partis en tente. Là-bas, il y a des lean-to, là. C'est vraiment le fun, tu sais, dans le sud-ouest des States, t'as plein de places que, tu sais, la terre appartient au peuple. Fait que c'est comme, à part si quelqu'un l'achète, c'est à tout le monde. Fait que t'as plein de places que tu peux juste arriver puis qui t'attendent. Fait que, tu sais, pendant 2 semaines, on a fait tous les gros parcs, tu sais, le Grand Canyon, tu sais, Phil, il a fait le rim to rim to rim. Moi, j'étais complètement blessé 1 semaine avant de partir. Finalement, la solution, c'était de courir plus, tu sais, dites pas ça à votre physio, là, mais ça a marché. Ouais, je me suis mis à courir plus, puis tous mes problèmes sont partis. Fait qu'on était là-bas. Pendant qu'on était là-bas, on a croisé Dave Mayou, qui est un coureur de Québec aussi, qui était sur un 100 000 à Bryce Canyon. Fait qu'on l'a croisé dans un pound shop. Il nous a dit, veux-tu nous pacer? Fait que là, le lendemain matin, nous autres, on était bénévoles. Il y avait une course, un 100 000 à Bryce Canyon. C'était prévu que vous étiez bénévole? Non, même pas. C'est juste qu'il y avait la fin de semaine, on était dans le coin, puis là, tout le monde arrivait pour la course. Moi, j'ai écrit sur Facebook à une fille qui organisait ça. J'ai dit, hey, on est 2 coureurs, avez-vous besoin de bénévoles? Il manquait du monde, fait qu'on a fait un aid station. On a aidé un aid station, puis quand Dave, c'était 2 books, fait que quand Dave, il est passé une fois, Phil, il est parti avec. Fait un 50 km avec. T'avais le droit de pacer sur genre 110 kilos. Fait que Phil, il est parti genre 55 kilos avec. Puis quand Dave, il est revenu, moi, je suis parti avec. Faire un autre book. Fait qu'on a fini par le pacer là-dessus, mais tu sais, c'est plein de belles places, là, le sud-ouest des States, là, c'est plus un secret, là, mais c'est vraiment incroyable. C'est un paradis du trail, pis tu sais, il y a une culture, puis désolé, je vais le redire, mais des courses routes, il y a ça là-bas partout, puis tu sais, l'histoire que tu racontes, moi, je me rappelle au State, maintenant en Arizona, j'arrive là, je fais un 100 000, il y a une option de pacer, puis je pensais pas le faire de pacer, mais là, t'es sur place, puis tu te dis, ouais, ça pourrait être une bonne idée d'avoir quelqu'un pour une nuit complète, puis il y avait genre un groupe, puis n'importe qui se pointait là-dessus. Hey, je veux une pacer, puis une fille fait ah ouais, demain je suis dispo. Puis il y a vraiment de ça, à la course, et le monde se pointe pour être bénévole le jour même. Il manque jamais de monde. Aussi au Québec, je pense qu'il faut être rodé au quart de tour pour avoir nos bénévoles, puis c'est correct. Je veux dire, c'est des courses qu'il faut organiser, c'est bien organisé, mais là-bas il y a comme une culture de les gens vont venir, Phil puis Robin vont passer pour faire du bénévolat. C'est prévu, on l'avait vraiment prévu. Mais il avait pas prévu qu'on allait manger 58 hot dogs, par exemple. Ça, c'était pour rajouter un peu de difficulté à notre boucle de 55 km. Ouais, exact. Mais là, vous devez avoir fait des runs exceptionnels parce que le sud-ouest américain, le Grand Canyon et tout. C'est quoi toi ton coup de cœur en termes de coureur? Grand Canyon, c'est incroyable. Là, le monde, tu sais, ça le dit dans le nom, c'est le Grand Canyon, là, mais c'est grand en tabarnak. Tu vas là, pis là, tu vois du haut, pis là, tu te dis, my God, c'est donc bien profond, pis là, quand tu le descends à course, tu te rends où c'est que tu pensais que c'était
sais, le fond, finalement, non, t'es à moitié. Ouais. Fait que, tu sais, descendre ça, c'est vraiment le fun, là. Moi, je pensais que j'étais blessé, j'ai commencé à descendre. Je me disais, calé, que ça va bien, finalement, tu gunnes ça, si t'aimes ça descendre en malade, c'est Parce juste... que c'est quand même roulant. C'est super roulant, là. Ouais, c'est super roulant. C'est comme des... Les autres, ils entretiennent ça avec des mules. C'est ça en français? Mules? Un âne puis un cheval, là, en tout cas. Puis, fait qu'ils mettent du sable là-dedans, c'est comme de la terre battue qui descend jusqu'en bas. Fait que si tu veux descendre 2000 mètres de D- straight, tu descends ça à pine. Ah ouais, ok, du haut du Grand Canyon en bas, c'est... Ouais, c'est juste des longs switchbacks de sable tapé, fait que c'est vraiment... Fait que ça roule, ça règle les blessures, clairement. Ouais, ça règle toutes les blessures. Intéressant. Est-ce que t'as d'autres anecdotes par rapport à Philippe? On veut pas le mettre on the spot, mais c'est sûr qu'il y a eu des belles histoires dans ce voyage-là. Philippe va falloir que tu l'amènes au podcast, c'est sûr, là, je te jure. Là, c'est dans les plans. Philippe, l'invitation est lancée. En fait, toi, tu peux dire des choses sur Philippe, il viendra se défendre ou corroborer à ce que tu diras. Je dis pas de menterie, là, y a pas besoin de se défendre. Je sais bien. Ça va être un beau trip quand même. Ah, deux ouais. tripes de trail, deux gars qui font beaucoup de millage, d'aller là où tout se passe en trail, là. On s'entend, c'est une mecque, là. Ouais, exactement. T'as besoin d'une tente, puis tu sais, là-bas, c'est ça qui est le fun. La différence, c'est qu'ici, les trails, faut que quelqu'un l'entretienne. C'est super compliqué. Tu sais, on parle du SIA. C'est tellement d'organisation, puis de temps, puis de monde, il faut qu'il passe. Puis si tu passes pas pendant un an, ça devient la jungle. Tandis que là-bas, tu sais, il y a un cheval qui est passé en 1922, puis il y a une trail, là. Fait que tu sais, il y a des trails partout. Faut juste que tu checkes sur Internet. C'est ça, avec Internet, tu regardes ça sur All Trails, tout, il y en a plein. Fait que, tu sais, disons, on se levait le matin, trouvait une trail, on partait, courir toute la journée. On revenait tenter le soir. Ouais. Beau trip. Vraiment beau trip. Je vous conseille de partir en voyage avec Phil Poulin. C'est quiconque veut. Écrivez-lui. Écrivez à Thomas Duhamel. Ça a l'air d'être lui qui gère les affaires. Thomas Duhamel va vous référencer. On est rendu à parler de l'UTCC. On va se prendre une mini pause pour un message d'un partenaire, puis on parle de l'UTCC de l'autre côté. Oh yeah! Depuis 2011, l'Ultra Trail Arikana rassemble la communauté trail du Québec au Mont-Grand-Fond dans la magnifique région de Charlevoix. Avec des parcours allant de 5 à 125 km, il y en a pour tout le monde. Et chaque année, l'équipe d'événements Arikana propose des nouveautés. En 2025, c'est un tout nouveau parcours de 60 km qui va voir le jour sur une portion de sentier qui était auparavant réservée seulement pour les athlètes du 125 km. J'ai fait à peu près toutes les distances de l'UTH à travers les années, puis je peux te dire que le tronçon de la ZEC des Martres jusqu'au Parc national des Hautes-Gorges, qui passe par le mont du Lac à l'Empêche, le mont Morios, le mont Noyer, c'est mon gros coup de cœur. Tous les détails sur ce nouveau 60 km-là viennent d'être annoncés par l'UTHC. Allez voir ça! Il reste aussi quelques desserts pour les autres distances, mais faites ça vite, pas le temps de niaiser. Rendez-vous au ultratrailarikana.com. On est de retour, Robin. Tu nous as raconté ce qui a mené jusqu'à ce premier UTCC-là pour toi, le 170. C'était un trip de Q, vous étiez plusieurs sur le départ, vous étiez, si je ne me trompe pas, 5 Q sur le départ du 170. Exact. Comment ça s'est préparé les semaines avant, le mercredi matin? C'est sûr qu'on finit toujours par jaser de cette course-là quand on s'en va vers ça. Est-ce qu'il y avait une petite anticipation? Y avait-tu une petite fébrilité quand tu te disais, j'ai déjà fait un 100 000, mais là, je le sais que ça va être plus long, ça va être plus dur nécessairement, ça va être technique, ça va être profond, ça va être tough. Ouais. Y avait-tu quelque chose où t'étais juste ben zen avec tout ça? Ben tu sais, à ce moment-là, toutes les courses que j'avais faites étaient plus grosses que la dernière. Fait que ça filait juste comme le next step un peu, là, qui est un peu spécial. Puis c'est la seule course, je pense, de même, tu sais, au Québec, là. J'aurais pu faire toutes les autres 100 000 au Québec. Puis si j'avais à faire elle, je me sentirais différent, tu sais. Fait que ça filait, mais pour moi, c'était pas spécial parce que je faisais des steps à toutes les années de plus en plus grosses courses, là. Mais oui, surtout quand tu t'approches, en tout cas, les 2 fois que j'étais dans Chic Choc, là. Tu sais, je pars de Sherbrooke, je pars de Québec, où il y a des montagnes, là, mais quand tu rentres, disons, à la base du mont, Nicolas Albert? Non, pas Nicolas Albert, au départ, pas au départ, à l'arrivée, c'est Albert. au mont Albert, c'est ça. Ouais. Quand t'arrives à la base du mont Albert, là, tu regardes ça, tu te dis, ok, fuck, tu t'enlignes là-dedans. C'est un autre tout le long, montagne, là. Ouais, fait que c'est plus intimidant. Fait que c'est ça, tu sais, oui, j'appréhendais, je me rappelais que c'était des plus grosses montagnes. Puis aussi, tu sais, c'est beaucoup de questions, là. On savait qu'on y allait en gang, qu'on était 5, qu'on se connaissait pour y aller. Puis tu veux pas, tu sais, tu voudrais jamais dire genre, ok, on part, puis coûte que coûte, on se suit, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont mal aller pour quelqu'un à un moment donné. Fait que tu sais, on se dit, bon, on va y aller, puis tu sais, moi, j'espérais que ça aille bien, puis qu'on puisse se suivre, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive si au 10e kilomètre, je sais pas, moi, mes souliers pètent, je peux pas m'attendre pendant une demi-heure, qu'est-ce qui arrive si... Fait que tu sais, t'espères que tout va bien aller, tu sais c'est quoi comment ça va être au départ, mais tu peux jamais savoir qu'est-ce qui va se passer après. J'étais quand même zen, je suis pas un gars stressé dans la vie, mais c'est quand même tu sais que tu t'embarques dans quelque chose de différent, là. Dans ta préparation, là, sachant ce qu'il faut faire pour se rendre à un premier 100 000, sachant que tu as fait plusieurs longues distances, sachant aussi
c'est quoi les chic-chocs. Est-ce que t'as fait une préparation particulière dans ton été en vue de ça? Je suis pas quelqu'un qui fait du gros spécifique. Je suis pas coaché, j'ai pas exactement mes entraînements de sortie. C'est juste plus l'idée générale de faut faire plus de longues sorties back-to-back, puis le plus possible dans du technique. À Québec, on est quand même choyé, là. Tu sais, il y a le lac Beauport autour, la clinique du coureur qui nous réserve quand même une coupe de trails super techniques. T'as le Mestachibo qui peut te préparer un peu. Donc, ça a été couru dans ces sentiers-là. Mais, tu sais, sinon, c'est juste avoir du volume, se pratiquer avec des jambes fatiguées. C'est la clé un peu, là. Puis, tu sais, juste tester son gear. Tu sais que tu vas être parti longtemps, là. Fait que t'assurer qu'avec les souliers que tu partes, t'es confiant qu'ils vont pas te scraper les pieds puis que tout ton gear il est set up, là, ta lampe frontale, là, on savait qu'on allait passer 2 nuits. Fait que c'est de penser à ces affaires-là, de se préparer, tu dis, pendant la course, qu'est-ce qui me stresserait? Ben, tu t'occupes d'avance ces affaires-là. Est-ce que ça me stresse que mes batteries, je vais manquer de batterie? Ben, teste-les 2 nuits, tu sais. C'est assez simple. On sait que tu courais notamment avec René Morissette, qui est une légende dans la pièce ici, quoi, qui a quitté. On le salue. Mais, René avait fait le SIA l'année d'avant, donc avait fait les 650 km de ce secteur-là. On a entendu beaucoup parler de son fichier Excel parce que René avait estimé des paces qui, au final, Mathieu, ça s'est avéré être dessus à 10 minutes près, genre. On arrivait à 5 minutes maximum de notre temps de passage prévu. Tu sais, on dit on passe sur un 100 000, on espère tout faire ensemble. René, lui, savait exactement à 5 minutes près, il allait être à quelle vitesse. Bien sûr, René, c'est un gars d'expérience. Il sait quand on arrête de suivre le fichier Excel puis qu'on fait notre course. Mais dans ce cas-ci, ça s'est avéré être vraiment on the spot de fois en fois. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui va essayer d'estimer un peu quelle heure on va essayer de passer? C'est une course, tu le disais, il y a des crews, il y a des points d'accès, il y a des drop bags, il y a quand même plusieurs choses autour qui font qu'il faut avoir une espèce d'estimé. T'avais-tu préparé ça ou t'y allais pour le fun? Pour moi, non, mais pour le crew, faut quand même que t'aies une idée de qu'est-ce qu'il y a. Mais t'as mis le doigt dessus, là. Moi, j'avais un peu un cheat code, là. J'avais Mathieu puis René, là, qui était avec moi, là, tu sais, René, il a déjà fait le SIA au complet, mais Mathieu, il a fait 2 fois des parties avec aussi, donc, qui connaît ces régions-là. Tu sais, on s'est fait une rencontre avant où est-ce que, tu sais, René puis Mathieu, ils nous montraient leurs photos de quand ils sont allés, le 2 ans puis tout, puis qu'ils remémoraient ça, là. Fait que, tu sais, avant même d'avoir fait les sentiers, t'sais, on avait déjà un peu une idée d'à quoi ça allait ressembler. Puis mes fichiers, ben je suis parti un peu de qu'est-ce que René avait sorti là. Fait que oui, ça vaut la peine de regarder juste pour que ton crew ait une idée de qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, tu sais, René il a vraiment mis le doigt dessus, mais dans une course en général, c'est super tough de décider ça. Puis tu sais, si tu veux, oui, tu pourrais aller super en mode super nerd puis faire plein d'Excel avec toutes les temps de whatever qu'est-ce qui se passe, mais il peut toujours se passer des choses nouvelles. Fait que t'sais, j'en avais sorti un général pour mon crew, mais même à ça, ils m'ont attendu. Puis le truc, c'est si tu peux être là d'avance, vas-y, puis t'attendras, mais c'est pas... c'est ça. Fait que c'était qui ton crew? C'était quoi le plan de match? Il y avait combien de moments où t'allais les croiser? Est-ce que t'avais briefé ton crew sur ce que t'avais besoin? Parle-nous ton crew 101, comment ça s'est passé? Ouais, ben comme crew officiel, j'avais mon père, Régent qui est là, puis Manon, sa copine. Ici, qu'eux autres étaient super bien équipés, là, donc Manon elle a un Sprinter van. Tu sais, quand qu'eux autres ils se pointaient, ils se parquaient là, puis ils sortaient les chaises, puis quasiment le barbecue, toi. C'était comme le retour après plusieurs années quand tu faisais les refills de gaz, là, c'est le contraire. C'est le fun, c'est un retour de balancier. C'est ça, fait que je pense que c'était 3 ravitaux qui pouvaient être crew. Fait qu'au kilomètre, genre 37, 80, Lac puis Matane, Petit Saut, puis 125. Ouais, 100... Cascapédia. Cascapédia, c'est ça. À la fin. Donc, j'ai vu à ces 3 endroits-là, puis tu sais, avoir un crew, c'est vraiment magique, là. First, logistiquement, parce que tu peux préparer d'avance. Tu sais, tu peux les briefer, tu leur donnes tes affaires, tu sais qu'est-ce qui va être disponible partout, comparément à des drop bags que, tu sais, si t'as une paire de souliers que t'aimerais changer, puis tu l'as mis au 2e drop bag, t'en as besoin au premier, t'es un peu dans la merde. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un gros cadeau d'avoir le crew là. Puis deuxièmement, juste d'avoir du monde avec qui parler, parce que, tu sais, oui, j'étais avec René, tout là, mais des fois, quand t'es tout seul, là, je me rappelle plus spécifiquement pendant le fjord du Saguenay, qu'à partir du kilomètre 20, j'ai vu comme personne. J'étais content de voir mon crew, surtout quand tu souffles, là. Quand ça va bien tout seul, c'est correct, mais souffrir tout seul, c'est plus long pas mal. Ça fait une motivation aussi de savoir que, bon, t'as ce que t'as sur toi, t'as des ravitaux, mais tu vas avoir exactement ce que tu veux en termes de, soit de gear, soit de bouffe, soit de réconfort humain. Tu sais qu'à telle place, ils vont être là. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est une grosse aide, puis d'un chic-choc, c'est ça, c'est compliqué c'est facile pour le crew parce qu'il y a pas beaucoup de stops, mais c'est difficile pour le crew parce que les stops sont profonds, ils sont difficiles à aller chercher, là. Mais entre Petit Saut et le lac Cascapédia,
c'est pas si pire je veux dire, à la course c'est long, mais je veux dire, en termes de kilomètres à vol d'oiseau ou à vol de SIA, 80 à 130, c'est 50. Mais en char, c'est 2h30, je pense, je veux dire, tu te rends jusqu'à la mer et tu reviens par le Mont-Albert. Écoute, c'est l'enfer. C'est vraiment, c'est un défi. Puis ceux qui vont se lancer là-dessus, qui écoutent, ceux qui vont faire les longues distances puis qui vont avoir un crew, préparez votre crew parce qu'ils vont en chauffer des chemins de gravel. Je regarde ton père, il en a fait du chemin de gravel ce week-end-là. Là. Oui, puis c'est ça, puis c'est exactement ça. Là, tu fais confiance. Choisir ton crew, c'est important là, parce que la dernière chose que tu veux, c'est te mettre à t'en faire pour eux. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont corrects. Ouais. Oui, tu peux te poser la question, mais si ça te stresse, faut pas que ça impacte ta course. Tu peux pas faire ça pendant tout. Puis aussi, s'il arrive de quoi, puis fuck up, c'est vraiment tough. Quand tu penses si tu penses qu'ils sont là, t'arrives, finalement ton gear il est pas là, le monde sont pas là, c'est vraiment difficile. Fait que, tu sais, faut que tu leur fasses confiance. Puis tu sais, la job du coureur, c'est choisis quelqu'un à qui tu fais confiance. Puis deuxièmement, arrange-toi pour rendre leur tâche le plus facile possible en amont. Si les crews veulent s'occuper de tout ça pour faire la logistique, tant mieux. Mais si tu peux leur donner des points GPS, tout c'est le mieux là. Comme c'est sûr, là, je sais que la course, au fjord du Saguenay, ça avait été compliqué aussi parce qu'il y avait comme une dizaine de places que le crew pouvait être. Fait que tu sais, c'était littéralement toutes les fois que je passais. Je pars, range, je prends le char, va à la prochaine, puis va. C'est le fun pour le coureur, pour le coup, c'est assez... plus sportif. Hein. Ouais, là, vous avez des longues périodes pour attendre, parce que c'est ça, c'est une course qui a pris 40 heures, fait que... Ouais, exact. 3 points d'accès sur 40 heures, c'est une bonne journée pour le crew aussi. Là. Ouais, exact. Ça prend du monde qui vont être capables de s'occuper aussi pendant ce temps-là, parce que c'est une crew, ou faire du bénévolat dans des ravitaux, c'est des longues périodes d'attente pour des courtes périodes d'intensité. Fait qu'il faut être sur la coche. Ouais, une affaire qui était le fun aussi, qui est drôle, c'est que on avait le droit à un crew. Fait que mon père puis sa copine Manon, elle faisait ça. Mais là, ma mère aussi, elle aurait aimé ça venir, mais elle pouvait pas parce qu'on avait juste le droit à un crew, un char. Fait que elle dit, OK, je vais trouver le moyen de venir pareil. Fait qu'elle s'est inscrite comme bénévole. Fait qu'elle est venue comme bénévole au premier Aid Station de 160 kilos. Fait que, qui était quand même une tâche assez costaude, là, dont les bénévoles, tu sais, je leur lève mon chapeau, là. Eux autres, tu sais, transporter un melon d'eau, c'est bon, là, mais quand faut que tu l'apportes, à 10 km de la trail la plus proche à pied, là, le melon d'eau, il coûte cher. Fait que c'est eux autres qui ont payé ça, c'est eux autres qui ont payé le prix, là, ils ont transporté toute la bouffe jusqu'à des places qui sont quasiment inatteignables normalement, là. C'était loin parce que c'est drôle, je voulais t'en parler. J'ai passé quelques heures à ce ravito-là, puis à un moment donné, je jase avec les bénévoles, puis à un moment donné, elle me dit, mon fils fait la course, puis là, j'apprends que c'est ta mère. Puis on a jasé de Sherbrooke, Québec, elle me dit, il donnait un peu de nouvelles, là, je veux savoir il était où, puis mais c'était extrêmement loin du moment que le char se stationne. Ouais. Je pense que c'était 4 ou 5 kilomètres, mais moi, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, pas rapide, avec une caméra, tu sais. Ouais. Là, dans ce cas-ci, les bénévoles, c'est une méchante job, puis on leur lève leur chapeau. Parce que il y a beaucoup de ravitaux, c'est tough pour n'importe quel événement d'avoir des gens dans des ravitaux qui sont là longtemps. Mais au Chic Choc, puis dans des courses comme ça où c'est reculé, je veux dire, ceux qui étaient au Mont-Blanc, là, si je regarde ceux qui l'ont fait, là, entre le premier qui est passé au Mont-Blanc puis le dernier, je sais pas, il y a combien d'heures. Mais au Mont-Blanc, c'était l'enfer, c'était la nuit, t'es à 1000 mètres d'altitude, exposé. Ouais, il ventait, il faisait fret. T'attendre que des coureurs passent, fait que c'est un ultra pour eux aussi. Il faut que tu sois de bonne humeur quand il arrive, hein. Voilà. Même s'il est 4 heures du matin, puis t'as pas mangé, t'as fret, c'est ça. Mais on leur lève notre chapeau. Ouais, tu sais, c'est une aventure pour les coureurs, mais c'est une aventure pour le crew, c'est une aventure pour les caméras. Tout le monde. Les caméramans qui droppent leur caméra dans une rivière. Ouais. C'est pas arrivé. Ah oui, c'est arrivé. Mais c'est ça, c'est les défis des Chic Choc. Parle-nous de la course, t'es sur le départ. C'est une édition qui s'annonce, on se doutait déjà plus sec qu'habituellement, ceux qui avaient déjà couru dans ce coin-là, toi, avec ton 113, mais un René qui avait fait le ciel l'année d'avant, il y avait des morts de boîte, là, cette année, ça s'annonçait quand même plus sec. Par contre, très, très chaud sur le départ. Ouais. Comment s'est passé ces premiers kilomètres-là en gang? C'était vraiment, tu sais, on est comme des chiens fous, là, au départ, là, on a juste envie de partir, là, on en a tellement parlé, là, c'est le temps de... les bottines suivent les babines, là. Exact. C'est le temps d'aller prouver pour qu'on s'est entraîné, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que, tu sais, au départ, on est parti en gang, puis tu sais, un peu... Nous autres, on est partis à 5, là. Fait qu'on était 5 cute ensemble. On était même pas sûr si on allait suivre tant que ça. Je sais que René puis Mathieu, eux autres, ils avaient tellement couru souvent ensemble qu'ils savaient qu'ils allaient aller pas mal au même pace. Mais tu sais, moi, il y avait aussi Luc Doucet puis Simon Rivet qui étaient là. On n'était pas sûr qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, le pace a super bien suivi. Fait que on s'est suivi. Moi, pour une raison quelconque, digestion, gros problème, à partir du kilomètre 15, ça allait pas. J'ai comme vomi à 30. Pas capable de manger. Ça a comme été quasiment le pire moment de la course. Quand t'es plus capable de manger, on dirait que le cerveau, il y a plus rien qui va, là. Je me disais, qu'est-ce que je vais arriver? Je me rappelle, je suis arrivé au kilomètre 37 au premier ravito, puis je regardais mon père, je me disais,
qu'est-ce que je vais faire, là? Je me sens comme à la fin de 100 kilos, puis j'en ai comme 30 de fête. Tu t'attends à vivre ce moment-là, mais peut-être au kilomètre 135, pas au 35. Exact, c'est ça. Il en reste long, tu le sais. Ouais. Mentalement, t'étais-tu en train de te dire, je suis safe de repartir du lac Cascapédia? T'étais-tu déjà dans ces pensées-là ou tu disais ça allait revenir? Je suis chanceux, je pense jamais à ça. J'ai jamais pensé à arrêter une course ever, même quand ça avait plus de crise de bon sens. Je suis comme, je sais pas pourquoi, je suis juste vraiment fâché parce que je sais que ça va suck longtemps. C'est ça. Mais là, miracle, 2 canettes de coke en genre 1 minute, paf! Réglé en comme 30 secondes, là, je suis passé de, je vais vomir, y a plus rien qui marche, à, let's go, on repart, tout va bien! 2 canettes de coke, tout a débouché. Puis, quand on est blessé, on va dans le Grand Canyon descendre à 3,50 du kilo. Exact. Et quand la nutrition passe pas, 2 canettes de coke, on est parti. Ouais. C'est la médecine Robin. Mais 2 canettes de coke, c'est bon pour toi, là. Ben, t'as la caféine, t'as le sucre, t'as les calories, t'as le petit pétillant qui fait sortir ce qu'il y a à sortir. Ouais. Puis... Mais ça t'a craqué, t'as bu ça au ravito? J'ai bu ça au ravito, je suis arrivé, puis là, j'étais pas capable de manger, fait que j'ai fait, ok, je vais boire, je vais chugger du coke, puis au pire, je leur vomirai, c'est pas la fin du monde, tu sais. Fait que j'en bois un, puis là, tout de suite, j'ai ça rentré, tu sais, d'habitude, tu te sens plein, si tu chugges une bière ou un coke, whatever. Fait que là, je fais, donne-moi un deuxième, puis là, j'ai bu le deuxième tout de suite. Puis finalement, c'est parti, je pense, j'en ai bu genre à tous les ravitaux, le reste, tu sais, c'est au kilomètre 37, là. Puis ça a été vite, fait qu'il restait peut-être, je sais pas, 32 heures, 33 heures de course. À tous les ravitaux, j'avais une flasque de coke. Je sais pas combien de coke que j'ai bu dans la course, mais j'en ai bu genre une douzaine, là. On rappelle ton code promo Robin15 pour Coca-Cola. On dit que c'est pas payant à la course, mais quand c'est Coca-Cola qui te commandite, ça va bien quand même. Mais je sais que c'est pas médicalement, scientifiquement la meilleure solution, mais ça sauve des courses. Je l'ai vécu aussi des moments où ça a sauvé ma course. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Je sais que c'est pas médicalement recommandé, mais ça sauve des courses. Puis dans ton cas, ça a fait que t'es passé de ça va pas à let's go, on est reparti. Fait qu'on passe de lac Cascapédia puis on y va. Pas Cascapédia, Lac Matane, pardon. Lac Matane, ouais. Mais ça, c'est ça qui est le fun. Quand t'es au fond du baril, là, y a rien que tu peux faire qui va empirer, là. Fait que là, mais, tu sais, ça va vraiment mal. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, j'ai déjà vomi. Parfait. Fais n'importe quoi, puis au pire, ça va rester de moi ici. Sentais-tu, tu sais, à ce moment-là, sentais-tu que t'allais perdre le groupe, dans le sens où quand, genre, tout le monde, ça devait aller quand même pas si pire. Ouais. Là, toi, l'estomac barre, puis tu tenais à vomir, il est tôt dans la course. Tu te disais-tu, bon, je vais le laisser aller au prochain ravito, ou il y avait quand même encore un beat qui se tenait malgré les inconforts? Moi, je me disais, j'allais m'accrocher à eux autres jusqu'à temps que ça fonctionne plus pas en tout. C'était juste plate, là, au moins c'était le fun parce que les autres jasaient puis tout, fait que le temps passait plus vite tout seul, ça aurait été long. Fait que je les entendais jaser puis tu fais juste t'accrocher puis ça a bien été. Mais tu sais, si j'avais pas mangé, je me serais pas rendu au kilomètre 80 en suivant ce moment-là. Là. Fait que oui, ça a été comme le bon moment. Puis en plus, à ce moment-là, c'est Mathieu qui a mangé un burger, mais lui, il était pas au fond du baril, fait que lui, il pouvait descendre plus bas, tu sais. Fait que lui, il est parti de ça allait bien, il a mangé un burger qui est resté pris dans la gorge pendant des heures et des heures. Fait que là, finalement, moi, j'ai eu le temps de remonter, puis là, lui, il a fallu méditer un peu là-dessus, là, combattre les démons, puis par démon, je veux dire burger dans l'estomac. Mais non, tu l'as mangé au ravito? C'est le pire moment de la course. Ah ouais? 37e kilo, là, c'était le pire moment de la course. Puis vous aviez un petit bout, c'est toujours tough des ravitaux pour plein de raisons, mais souvent, dans la plupart des courses, le ravito est pas dans le single track où tu repars avec une petite montée, power hike, tranquille. Souvent, tu sors de la track le temps d'aller dans un endroit où il y a des autos qui se rendent. Ouais. Donc, tu repars, puis vous aviez, je sais pas combien de kilomètres, c'était pas si pire, mais quand tu repars plein, puis faut que tu fasses 2 kilomètres d'asphalte, c'est sûr que c'est un endroit où tu te dis kilomètre gratuit, on va pas power hiker ça, on va le courir, et c'est le pire moment pour stresser l'estomac, puis ça fait 4, 5, 6 heures de course où t'avances à un beat qui est là, fait que l'estomac il est comme ça se digère bien de la bouffe à 12 minutes du kilo. Et puis en plus on ramassait des pacers puis ils étaient fous comme la merde. Oui, c'est ça. Les autres ils pensaient qu'on partait sur notre PR 5 km, là, ça criait, ça faisait des ronds autour de nous autres, ça faisait n'importe quoi. Vous étiez encore 5 ensemble et là à partir vous aviez le droit à un pacer du lac Matane kilomètre 37 au lac on sort le post-it au lac au Petit Saut kilomètre 80, fait que pour la première nuit vous aviez un pacer tout le long. Exact. Est-ce que les 5 vous aviez chacun un pacer? On avait 3 pacers. À 5. Moi, j'avais pas de pacer, ouais. On partait à 8 du lac. On partait à 8. Puis ça, c'est quand même incroyable. Tu sais, à ce moment-là de la course, sorti de là, il devait peut-être avoir, je sais pas, un petit peu plus que 40 coureurs qui restaient, peut-être disons 45. Mais tu sais, à ce moment-là, on était 8.
on était un genre de party train, là, c'était incroyable. On arrivait au ravito, là, pis on gueulait, on se mettait, on disait des niaiseries, tout le monde au ravito, c'est comme si on les réveillait, eux autres, ils étaient habitués d'avoir, un coureur au compte-gouttes qui arrive tout le temps à gagner. 7 qui arrivent sur le party, puis Mathieu qui a mal au ventre, là, mais... Juste pour les nommer, je pense que ça vaut la peine. Vos pacers, vous aviez Julie Lesage. Ouais, qui paissait Luc Doucet. Après ça, Laurence Barry est rentrée au dernier ravito, mais elle était pas là au premier. OK. Sinon, on avait François Leclerc qui était avec Mathieu, puis on avait Corinne Falardeau. Oublie son nom. Oh, on avait Corinne qui a pas de médias sociaux, donc j'ai pas pu stalker son nom de famille, mais qui était la pacer à Elle est peut-être comme Bono, puis elle a pas de nom de famille. Fait que Corinne était là. Corinne était là. Qui était la pacer de René. Ouais, qui était la pacer de René. Puis tu sais, tout du monde super positif, super plein d'énergie, puis d'excellents coureurs aussi, coureuses là. Donc c'était vraiment un moment incroyable. Là. Chaque fois que les pacers sont rentrés 2 fois, puis tu sais, l'énergie the roof. C'est un peu ça l'objectif aussi d'un pacer, dans le sens où si ça va bien dans ta course, on repart là-dessus puis on construit là-dessus, mais quand ça va mal, c'est le temps de ramener tout le monde. Puis on en parlera, je pense que la course va avancer aussi, mais il y a des moments où tu arrives dans un ravito avec ton pacer, puis je veux dire, ça va pas bien, là. C'est une marche funèbre, puis c'est difficile. Le pacer, c'est tough ramasser quelqu'un là, mais t'es frais en jambes, c'est le début de la nuit, on part le party. Cette première nuit-là, comment ça s'est passé? C'était une première nuit sans dormir, bien sûr. La météo, c'était quand même froid sur les sommets, mais je pense que c'était encore chaud puis humide. Je me rappelle, moi, en fait, je suis allé vous voir sur votre dernier kilomètre à partir de Petit Saut, fait que la fin de cette nuit-là jusqu'à Petit Saut. Puis je me rappelle, nous, il avait fait frette à bien des endroits, puis vous étiez comme, non, on était dans des poches d'humidité, puis dans le sentier, c'est une forêt qui est profonde, c'est serré, les arbres. La chaleur est restée pognée là toute la nuit, là. Ouais, on a été choyés, là. La nuit, tu sais, sur le top du Mont-Blanc, il faisait froid, là, mais sinon, c'était vraiment des bonnes conditions, là. Tu sais, tant qu'on continuait à bouger, c'était good, là. C'était peut-être pas parfait si tu voulais dormir sur le bord de la trail, tu te fais réveiller parce qu'il fait froid, là. Mais en fait, c'est un point positif, ça. Même pas besoin de cadran, tu te réveilles parce qu'il fait froid. Voilà. Est-ce qu'il y avait du monde dans votre gang qui a dormi la première nuit? Non. On n'a pas dormi la première nuit. On le skippé, puis ça a quand même bien été. Surtout avec un crew, il reste plus réveillé. Là, tout seul, peut-être que des fois, tu peux pogner des petits dents, mais non, ça a quand même bien été. Ça reste un bon défi de partir une course à 14-15 heures, je me rappelle pas, milieu de l'après-midi, dans le sens où c'est pareil pour Eric Canet sur le 125 depuis la nouvelle heure. Tu calcules ta nuit, tu calcules ton temps de course, tu calcules ton sommeil, mais là, ta course part tellement tard dans la journée que rapidement, tu tombes à l'heure que tu es supposé dormir. Exactement. Fait que quand tu as une course comme ça, tu sais que tu vas faire 2 nuits dans le sentier, en plus, t'as commencé à 14h, c'est que tu t'es levé le plus tard possible. C'était quoi la stratégie de sommeil? T'as-tu essayé de faire la grasse matinée juste ce matin-là pour emmagasiner le peu d'heures possible? On n'a pas fait la grosse matinée. J'ai dormi une nuit normale. J'ai pas fait de stratégie de me coucher tard puis me lever plus tard. Aussi, il fallait que j'aille chercher mon dossard. Une couple de choses à faire. Mais oui, c'est quelque chose qui est différent d'autres courses. Oui, juste commencer, parce que disons, surtout les autres 100 000, souvent ils commencent plus tôt le matin possible, comme ça. Ta nuit arrive tard, mais t'en as une à faire, Tandis que là, tu sais, à la fin du coke, puis tu te ranges pour le lendemain matin, là. C'est ça, exact. Tu sais, là, on partait avec déjà tu te lèves le vendredi matin, puis tu sais que tu te couches pas concrètement avant peut-être le dimanche après-midi, soir, là. Exact. Mais tu sais, la stratégie, c'est pas super compliqué, là. Il y en a, tu peux essayer de planifier ça, mais tu sais pas comment tu vas filer, là. C'est comme si tu voulais planifier la nutrition d'avance. Tu peux planifier best case scénario, worst case, mais tu sais, où est-ce que tu vas être, c'est un peu difficile, là. Fait que c'est pendant la course, on s'est dit, pense à main d'arrivée, pas à Petit Saut, l'autre, c'est, Cascapédia. En tout cas, on s'était dit, là, on va arrêter, on va prendre un 15 minutes, pour dormir. Je pense qu'on arrête, puis on s'est dit, dans 20 minutes, on repart. Fait que faites vos affaires, dormez si vous avez le temps. Puis on y va. Fait que, mais ça a juste été au coucher du soleil de la deuxième journée. On s'est écarté dans la hiérarchie de la course. Donc, première nuit, vous vous rendez jusqu'à Petit Saut. Vous arrivez là au petit matin. C'est encore chaud. Ça doit être... Quel état d'esprit t'étais quand t'as 80 de fête puis t'en restes juste 88? Ça file comme si t'es dans le trail depuis des jours, là. Tu sais, c'est tellement long, là. C'est un 80 km. Je sais pas exactement les temps à quand on est arrivé, mais c'est beaucoup plus long que n'importe quelle autre course, faire les 80 premiers kilos, là. On est à 5500 mètres, je pense, à ce moment-là dans la course, puis on est même pas à moitié, là. Y a pas un 80 qui a se rassolé au Québec. Puis là, c'est juste la première moitié, même pas encore, là. Exact. Fait que, tu sais, moi j'étais encore super, j'étais fatigué, là. Mais j'étais super content. Là, on sort un peu de la réserve faunique de Matane, là. Fait qu'on sait que, oui, il reste des grosses montées, il reste des coins difficiles, là, mais le plus dur est passé. Le Mordor est passé. Le Mordor est passé. Je sais que moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, dont le directeur de course, puis il disait, tu sais, le premier 80, faut que t'arrives après 80 avec encore un peu de jambes, parce que t'en restes long, mais tu pars du bout le plus, entre guillemets, facile, c'est pas facile, mais le premier de 35 jusqu'au lac Matane,
il est technique, mais c'est le moins technique reculé de la course. Ouais. Mais ce qui suit est l'affaire la plus difficile de toute la course en termes de montée, de ratio de dénivelé, d'inclinaison. Ouais. Tu finis que Nicolas Albert, faut que tu arrives après 80 avec encore un peu de jambes parce qu'il en reste 88, dont des grosses montées. Mais t'as vécu le plus le fun puis le pire. Fait qu'après ça, tu te dis, il reste l'autre moitié. Ouais. Dans quel état d'esprit t'étais, toi? Moi, je suis chanceux, je suis capable de mettre mon cerveau à off, là, c'est juste continue. Je pense même pas à combien, tu sais, je me rappelle, parce que là, l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, on était encore les 5 coureurs ensemble. Ouais. On savait que ça commençait à faire dur un peu, là. Moi, mes pieds étaient maganés, mais ça allait bien, mais tu sais, il y avait d'autres Luc qui étaient complètement, ses pieds étaient complètement scrap. Simon Rivet, il allait encore popper, mais on voyait que les pieds mangeaient de la misère un peu aussi. Ouais. Puis là, ensuite, en montant la côte, là, Luc, il a comme réalisé, fuck, là, je suis plus capable de suivre, ça va pas prendre toutes mes pieds. Ah, excuse, la côte, on partait d'en bas en partant de Petit Saut? En partant de Petit Saut, on se met à monter jusqu'en haut des, je sais pas exactement, proche de Matawi, en tout cas. Puis là, il réalise en montant que non, ça fera pas la job, il est pas capable de nous suivre. Puis là, il décide de virer de bord. Puis là, dans ma tête, moi, j'essayais de comment, Luc, on va finir ça ensemble, continue. Puis là, je fais, fuck, il reste genre 85 kilos, là, ça file comme si on était à 130. C'est dur de motiver un gars qui file pas à 80 de pas faire demi-tour. Ouais, exact, c'est comme, il en reste bien trop long pour boiter le reste du temps, là. Ouais. Ouais. Fait que là, en ce moment-là, il était blessé, c'est qu'il boitait. Ouais, mais il y avait, ses pieds étaient tous fendus en dessous. Il y avait ça cette année, puis j'ai le goût de poser la question, moi j'ai pas eu la réponse. Ouais. Tout le monde avait les pieds scrap. Pour une édition qu'on disait sec. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la technicité des sentiers? C'est le fait de descendre Nicolas Albert? Je pense que les descentes en ont. T'es cassé les ongles complètement parce donc, que... j'ai pas entendu beaucoup de monde qui ont un problème de genoux, de hanche, parce que d'habitude, tu sais, ça arrive quand tu descends vite longtemps. Ouais. Là, on n'a pas descendu Personne vite. Personne n'a descendu jamais. Mais là, c'est les pieds et les orteils qui mangent une claque, là. Ouais. Fait que, tu sais, eux autres, je pense que c'est ça qui est arrivé, là. Les deux, tu sais, leurs pieds étaient vraiment maganés, les orteils, le dessous des pieds, à force de monter, descendre. Les montées super steep, ça tape le talon dans le fond, les descentes super steep, ça te monte les orteils. Quand c'est steep aussi, c'est que ton talon d'Achille, ton mollet sont en extension, c'est pas le fun. Mm-hmm. On est loin d'un petit switchback où tu montes progressivement, là. Ouais. Tu sais, je me rappelle le film sur le SIA de Mathieu Blanchard parlait de Nicolas Albert, ce secteur-là, disait que c'est le Mordor, c'est l'affaire la plus dure qu'il a jamais faite en trail, puis le gars gagnait à diagonale, il en a vu des choses, puis il disait il y a rien qui se compare à ça. Il dit en Europe, aux États-Unis, quand on monte une montagne, on se donne un petit lousse en faisant des switchbacks. Là, ils ont fait, bon, le sentier, le sommet est là, on va se tracer une ligne bien droite, mais on va monter par le plus vol d'oiseau possible, ce qui est rough pour les au States, gens. C'est un cheval qui a passé en 1920, mais là, nous autres, il y a un chevreuil en 1940 qui a monté, puis après ça, quelqu'un a vu ça, fait ça doit être par là qu'il faut aller. Si le chevreuil l'a fait, faisons-le. Mais oui, c'est vrai de ça. Des fois, tu vois la montagne, tu te dis, bon, ça monte par où? Pis là, hop, tabarnak, ça monte direct en haut, là. Tu sais, Nicolas Albert, le bord que les gens peuvent voir, je sais pas si c'est la face nord ou sud, là, mais, tu sais, le côté qui est accessible, il y a des cordes, c'est super gros, mais l'autre bord, c'est juste une pente qui monte straight jusqu'en haut, puis dans le film, on voit bien les images, quand tu sais un peu le secteur, on voit bien les images de Nicolas Albert. Puis je veux dire, la montagne, t'as l'impression qu'il y a une coupe, tu sais, les montagnes russes, quand la première fois qu'il y a une compagnie a fait, on va la faire descendre, mais pas de droite, elle va rentrer par en dedans. Nicolas Albert, c'est exactement ça. La shot de drone qu'on a, tu te dis, OK, elle rentre par l'autre bord, là. C'est pas un effet, c'est pas un fisheye qui a fait ça. C'est vraiment, littéralement, une descente qui est horrible, là. Puis c'est ça, c'est 80e kilomètre. Ouais, exact. Fait que là, tu montes ça, puis après ça, tu descends avec des chaînes puis des cordes, là. Fait que, c'est toute une montagne, là. Mais oui, je pense que c'est ça la raison pourquoi le monde a aussi de la misère avec leurs pieds, puis on va pas se le cacher, il a fait beau, là. Ouais. S'il fait pas beau, attache ta tuque, là, ça va être, prends ton temps, puis occupe-toi de tes pieds, là. On s'amusait à faire des prédictions avec l'organisation pour les temps des premiers, les temps des derniers, le nombre de finishers. Puis on se disait c'est une année sec, tu sais. Les gens qui sont habitués à ce secteur-là, tu sais, Mathieu, vous l'avez fait plusieurs fois avec René. René a fait le SIA une année. Les Chic-Chocs, il y a toujours eu des conditions exécrables. Tout le monde était d'avis que cette année, c'est les plus belles conditions qu'ils ont jamais vues dans les Chic-Chocs dans les 10 dernières années. Ça a donné ça. Ouais, c'est la version facile. Ben, j'oserais pas dire ça parce que ça reste 170 km d'un Chic-Choc, mais ça reste que les prochaines années pourraient réserver bien des surprises. Mais il y a peut-être d'autres défis qui sont arrivés. La chaleur, toi, ça t'a-tu affecté pendant la course? Un peu, tu sais, faut quand même que tu te pèses, que tu boives de l'eau, mais on a quand même eu une couple de... T'sais, on savait qu'il fallait faire attention parce qu'on a croisé plein de monde. On a croisé une couple de personnes, justement, qui avaient des problèmes d'eau, qui avaient eu chaud, là. Ça te donne un peu un warning de faire attention, là. Mais oui, il faisait chaud. Il faisait chaud, puis tu bois de l'eau. Surtout que tu passes la nuit à comment tout est good, j'ai pas besoin de boire tant d'eau que ça la journée. Ouais. Là, faut que tu teignes, puis tu remplisses ton eau à toutes les fois que tu peux, puis tu bois tes électrolytes. Mais c'est encore une fois le genre de choses que
peut-être pas l'expérience, là, mais juste penser pendant la course, tu sais, écouter ton corps, tu te dis, OK, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai soif? Tu sais, dès que t'as soif, faut que tu boives, là, surtout quand il fait chaud. Fait que, pis tu veux pas non plus scraper une course de cette distance-là juste parce que t'as pas bu d'eau. Fait que ouais. Mais on est chanceux au Québec, il y a des ruisseaux. Fait que tu sais, toutes les fois qu'il y a un ruisseau, trempe ta casquette, mets-toi là sur la tête puis bois de l'eau. C'est ça. Pas sous-estimer ça. Nous autres, on était bien parce qu'on se battait pas pour les premières places, mais tu sais, du monde sur le 88 qui essayait de pousser. Là, tu vas dans le rouge, là, c'est dangereux. Ah, c'est ça. Ouais. Un truc, moi, je me rappelle, l'année que Antoine Guillon a fait le 125 à Ricana, ils ont passé le micro avant la course parce que c'est une année anormalement chaude, là, c'est 2023. Puis lui, je veux dire, il a fait la diagonale 150 fois, puis ils sont à veille de renommer la course en son nom. Puis il disait, quand il fait vraiment chaud, se mettre de l'eau, ses bras, sa tête, c'est bien, mais il dit, faut mettre de l'eau frette là où il y a des organes vitaux. Fait qu'il dit, lui, il se mouille le chest, puis moi, j'ai toujours retenu ça c'est un très bon truc. Moi, c'est le genre à mettre ma casquette où genre, t'en mets un peu ses bras, tu files bien 3 secondes, mais il disait, l'eau frette, je le partage, ça n'a aucun lien avec votre course, mais je me dis, c'est quelqu'un qui écoute, Antoine Guillon a dit qu'il y a de l'eau sur le chest, ça fait des belles photos. mais non, surtout, ça, je veux dire, t'envoies de l'eau là où t'as tes organes vitaux, puis c'est supposé aider plus. Fait que, voilà. On part de Petit Saut, il reste 88 km, Luc fait demi-tour. Est-ce que pour le moral des troupes de perdre un soldat, ça a été un moment difficile ou on Moi, continue? j'ai trouvé ça tough. Ouais. Moi, Luc, c'est mon bon ami. Puis le voir, c'est ça, le voir virer de bord, tu sais, moi, je disais, comment? J'aurais aimé ça qu'il vienne, puis là, j'ai réalisé, ouais, non. Puis en plus, lui, il est super zen, là, fait qu'il voyait ça juste comme, ok, ben, tout bad, là, j'ai essayé, puis ça a pas marché. On réessayera l'année prochaine. Moi, j'ai essayé, puis tu sais, en partant, je me disais, ok, fuck. C'est vrai, là, on est comme, je pense que c'est le même sentiment un peu du monde qui, ben là, j'allais le comparer comme si j'étais allé ailleurs, là, mais tu réalises que ouais, ça se peut que ça vire mal, puis tu sais, lui qui est bon, puis il était plus entraîné que moi, puis il était plus fort que moi, puis fuck, il s'est fait avoir par les pieds, puis moi aussi j'avais mal aux pieds, je me disais, calique, tu sais, ça se peut que ça vire mal. Ouais. Fait que ouais, moi j'espérais, c'est un peu naïf, mais j'espérais ça aurait été malade, finir les 5 amis main dans la main en gambadant, là. Mais non, il y a du monde qui vont souffrir, là. Ouais. Ben non, puis je veux dire, il y a plus de la moitié des gens qui ont commencé qui l'ont pas terminé, comme c'est la moyenne sur la plupart des courses de longue distance. Puis il y a tellement d'affaires. Tu sais, sur des plus courtes distances, il y a plein d'autres choses qui peuvent mal aller. C'est très stressant pour les muscles et tout ça, mais sur de la longue distance, c'est des dizaines et des dizaines d'heures. Le nombre de choses qui peuvent mal aller est exponentiel à mesure que tu avances. Hein. Ouais, exact. Là, tu sais, plus c'est long, plus tu vas payer toutes les petites erreurs que tu fais. Tu sais, les pieds, c'est une des choses. Tu sais, mal manger, faire des choses, tu peux revenir, mais tes pieds, l'irritation, les ampoules, le best case scénario, c'est que ça va stagner. Ouais, il n'y a aucune crème à vino qui peut régler ça. Ouais, exact, là. Deuxième journée, t'as une carence de sommeil, t'as une carence d'un peu tout parce que c'est un ultra. Comment ça s'est passé à grosse chaleur sur des sommets exposés dans le parc national de la Gaspésie? Ouais, j'en ai pas parlé encore, mais c'est tellement beau. C'est superbe, là, la majorité du parcours. C'est vraiment beau. Puis quand tu sors de la réserve faunique de Matane, c'est super, là, tu sais, je me rappelle, il y a des photos, là, je suis là, puis tu sais, Mathieu puis René, eux autres, ils l'ont fait plein de fois. Fait que là, à toutes les occasions, ils me pointent, on va monter là, puis on va descendre là, il va voir ci. Puis tu sais, moi, je regarde ça, puis je suis un peu époustouflé par, tu sais, la grandeur des choses. Puis en plus, tu vois au loin où est-ce que tu t'en vas, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est beau de dire, calé, qu'on est capable de se rendre là-bas quand ça a l'air, tu sais, infranchissable. Ouais. Ouf. Très fort. Bien oui, la deuxième journée, c'est tellement bon, on dirait que ça change un peu la vibe, là. T'es un peu dans un tunnel vert, la première partie de la course, là. T'as des beaux points de vue, mais ça reste que t'es dans la forêt, tandis que là, tu sors, t'es exposé. C'est super. Fait que moi, j'ai trippé là. C'est encore difficile, là. T'es dans de la grosse roche. Fait que tu sais, des fois, il y a des belles descentes, mais t'es dans la roche. Fait que fais attention. Puis c'est dur pour les chevilles, puis les genoux aussi. Puis ensuite on a atteint un sommet, puis là à ce moment-là Simon Rivet qui était avec nous autres aussi, lui qu'on voyait qu'il avait de plus de misère, il a dit ok, je vais prendre mon temps un peu ici, regarder, soigner mes pieds, puis quand il a enlevé ses souliers, tu sais, tous ses ongles étaient mauves, là, le devant de ses pieds était tout ouvert. Il a fait ouais, pense pas ça va se passer. Puis là on a fait ok, ben tu sais, tu prends ton temps, nous autres on va y aller, puis good luck si tu veux finir la course. Finalement lui non plus ça a pas donné, là, une fois que tu vois ces orteils là, leur remettre tes bas puis tes souliers, c'est tough. C'est quasiment pire de les exposer, de les sortir puis faire faut que je remballe ça. Puis là, t'es dans la roche, là, fait que tes pieds sont jamais plats, là. Puis là, c'était de la descente là-dedans, fait que c'était effroyable. Fait que là, on a perdu notre deuxième compagnon là. Que aussi, ça c'est tough, là. Qui est Simon qui a beaucoup d'expérience, qui est super intelligent, mais au moins c'était deux gars qui sont super positifs, je les ai jamais. Tu dis ça va-tu bien? Ils disent j'ai mal aux orteils, mais that's it, tu sais, t'as jamais entendu chialer, c'est deux. Ben vous croyez que Mathieu, avec une règle importante. Avec Mathieu, c'est pas le droit de chialer. Pas le droit de chialer. Fait qu'on confirme qu'ils ont respecté les règles. Totalement. Parfait.
Ben, c'est contagieux. Si quelqu'un s'était mis à chialer, je pense qu'on l'aurait juste laissé là. Pas le choix. En hostie, mon. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'est un running gag dans les Q, c'est un running gag avec Mathieu, mais ça demeure que il y a de quoi psychologiquement qui est vrai là-dedans, dans le sens où si t'embarques dans cette spin-là, puis on l'a tous vécu, je pense, quand t'as fait quelque chose d'un peu dur physiquement, peu importe ce que c'est une spirale. Ouais. Dans les deux sens. Tu sais, quand t'es dans un bon moment, un peu en carence de sommeil, tu pars puis ton cerveau, il pense qu'il vient de vivre la plus belle chose au monde. Tu pars dans une spirale vers en haut, mais quand tu te mets à trouver ça dur, puis quand tu te mets à un peu t'apitoyer sur ton sort, tu vas te creuser ton trou, puis tu vas aller profond. Puis moi, j'avais entendu de quoi à un moment donné qui disait juste sourire. Moi, je me rappelle être tout seul dans le beau QMT, ça va pas, puis s'il y avait quelqu'un, il m'aurait dit, il est pas bien ce gars-là, il sourit comme un innocent, mais physiquement, la motion de sourire aide, mais je suis sûr que le pas le droit de chialer de Mathieu, il y a le côté joke de le sortir souvent parce que c'est vraiment très drôle, puis en ultra, ça paye, mais ça reste que si tu te permets pas d'aller là-dedans, puis là en gang, c'est encore plus facile que quand tu sens que t'en as toujours un qui va être sur le bord de se pitcher en bas, tu le ramènes, puis tu sors des histoires, puis tu sors des anecdotes, puis je serais curieux de savoir cette dynamique-là que vous avez eue avec René et tout. Je suppose qu'il y en a tout le temps un qui est dans le dur. Comment est-ce qu'on s'en parlait en arrière, il file pas, là, qu'est-ce qu'on fait pour le remonter? Ou naturellement, ça se faisait, puis on avançait, puis on se craquait en gang? Ouais, ben c'était un peu moi, on s'en est pas, c'était pas prévu, là, mais un peu la dynamique qu'il y avait, c'est comme, si ça va bien, partage-le. Si ça va pas bien, ferme ta gueule. Fait que, tu sais, il y a des moments que ça allait mal, ben, comme, va-t'en en arrière. Pas besoin de parler, c'est good, ça, en avant, puis il y a une personne sur le bien dans l'œil qui va dire des jokes à un moment donné. Fait que, tu sais, je pense qu'en général, c'est une bonne façon d'approcher un peu n'importe quoi, là. Tu sais, oui, si t'as un problème, tu peux le dire si t'as quelque chose à faire pour ça, mais ça veut, tu sais, dire que t'as mal au genou, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais. Fait que c'est un peu ça, moi, quand ça allait mal, je me mets en arrière, t'essuies, un peu comme un paceur, tu sais, on se paçait dans nous autres dans le fond. Puis quand ça va bien, mais là, tu sais, moi, je lâchais des jokes tout le temps, Mathieu comptait des affaires, puis tu sais, on n'est pas pris ensemble, là. Je me rappelle une fois, Mathieu une fois en descendant, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il est parti un peu en avant, puis il a dit je vais vous attendre telle affaire, puis là, on l'a rejoint, puis il dit bon, faut là je parle à mes démons, puis on est reparti. Puis on sait pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a parlé à ses démons, puis il a gagné. Puis après ça, on a continué. Fait que tu sais, c'est mais se tenir avec du monde de même, c'est contagieux, là. Ouais. C'est contagieux, mais je trouve ça beau quand même qu'il y a eu cette liberté-là, parce que des fois, faut vraiment que tu y fasses face. T'as bien beau avoir tout le monde qui te craint vers le haut. Des fois, il y a des moments où tu te dis, là, si j'ai besoin de, tu sais, on se connaît aussi, on finit par en faire beaucoup, tu sais. Ouais. Tu finis par savoir sur quel bouton peser pour remonter aussi. T'es capable tout seul. Fait que même en gang, tu te dis, j'ai peut-être mieux de prendre mon petit moment puis de régler mes affaires, puis après ça, tu repars, puis ouais, exact. Une belle dynamique quand même à 3. 3, c'est parfait de comme continuer ça. Il y a comme toujours ça. quelqu'un qui va être sur un high. Ouais. C'est rare que les 3 vont être dans le 3 en même temps. Fait que t'as toujours quelqu'un qui peut remonter le groupe, qui set un pace, tu sais, c'est con, mais des fois, ceux qui ont fait de la longue distance, tu le sais, là, je veux dire, ton cerveau te dit de ralentir, Ouais, tu exact. ralentis. Monter de niveau. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, tu ralentis, ton cerveau a besoin de ce break-là, puis quand t'as personne, tu vas comme rester dans ce trou-là, puis faire, OK, le spot-là, on va le prendre plus relax, parce que ça va m'aider. Souvent, c'est le contraire. Tu t'accroches sur quelque chose, puis moi, je me rappelle, à un moment donné, tu cours, puis c'est comme, hey, ça fait moins mal de courir à petit pace que de marcher, fait que je courrais pas. Puis là, à un moment donné, tu testes, puis t'augmentes le pace, c'est comme, la douleur est moins pire, puis tu te traînes vers le haut. Des fois, il y a des moments comme ça, fait que c'est vraiment dur de le percevoir, mais on finit par se connaître, puis à 3, vous êtes capable de chacun lever les autres vers vous, puis d'élever un peu le groupe, puis toujours garder la motivation. Exact, parce que tu sais, si tu fais rien, tu vas juste ralentir. C'est ça. C'est sûr que ça va arriver. Fait que tu sais, à 3, il y a quelqu'un qui va dire, il me semble que ça se court, ce petit bout. Il me semble qu'on devrait courir. Les faux plats montants, rapidement ça dans une course, hein, on est comme, ça se court pas, c'est une montée. Je me suis dit que j'allais power hiker les montées. Ça compte pas quand c'est à 2% d'inclinaison. Tu peux courir, c'est toujours capable. Moi, depuis que j'ai suivi Jeff à la fin de mon QMT 50 sur son 160, puis qu'il s'en va gagner à la course, puis il courait, je pouvais pas, je veux dire, Jeff est un bien meilleur coureur que moi, mais à aucun moment je me dis, je suis à la fin d'un 50 qui est à la fin du 160. S'il court, je cours, ferme ta gueule. Puis tu suis Jeff. T'sais. Fait que tu l'as suivi à la fin de 50? J'ai pris des vidéos. Puis à un moment donné, j'ai laissé aller parce que encore là, il allait trop vite. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la journée, ça avance bien. Vous êtes 3, il y a toujours quelqu'un qui remonte. Là, c'est la première fois pour toi que il y a un deuxième soir. Ouais. Il y a une deuxième nuit. Ouais. Parle-moi de ce moment-là où tu te rembarques sur une autre nuit, sachant que ça va naître encore une longue. Ouais, ça a pas de bon sens.
Ça, là, la deuxième nuit, là, c'est dur de se préparer pour celle-là. Là. Je savais, ayant déjà fait une nuit, je savais qu'à la fin d'une nuit, j'avais déjà, pas de la misère, là, mais je savais que je virais fou un petit peu, là. Puis là, à la fin de la deuxième journée, tu sais, là, je savais que je tombais dans la lune tout le temps. Fait que quand on s'est dit, prochain ravito, on dort 15 minutes, j'étais content. Fait que, tu sais, là, on est arrivé au White Station, j'ai changé mes affaires, mon coup, changé mes choses, tout. Là, j'ai dit, parfait, je vais me coucher 15 minutes. Là, il est dormi au lac Cascapédia. Lac Cascapédia. Non, c'était pas le lac, c'est le lac Thibault. Ok, lac Thibault. Ok. Ouais, au lac Thibault, comme à la fin de la deuxième journée. Puis ça, je dis, la stratégie du sommeil, c'est dors quand ça file le mieux. Puis là-bas, il y avait des lits. Fait que, tant mieux. Fait que, on est arrivé là-bas, je me suis couché. Instantanément, paf, ma mère était là, puis elle a dit, je me suis couché, puis elle attendait avec une couverte, puis le temps que je mette la couverte, je ronflais, genre. Puis après ça, je me rappelle, un peu plus tard, je me suis comme réveillé, puis là, bizarre d'hallucination dans ma tête, là, Mathieu va trouver ça drôle, là, j'ai essayé de leur expliquer ça par la suite, puis personne comprend, là. Dans ma tête, je voyais, je sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer une forme dans votre tête, puis du monde qui sont bons spatiaux visuellement, là, sont capables de bouger une forme 3D dans leur cerveau, les yeux fermés. Moi, la majorité du monde, en général, sont pas capables de faire ça, mais il y a certaines personnes qui sont super bons là-dedans, disons, qui ont travaillé en génie mécanique, whatever, sont capables de faire ça. Moi, je suis zéro capable de faire ça. Mais à ce moment-là dans ma vie, j'avais un camion rouge dans la tête, puis j'étais capable d'y faire toutes les spins puis les translations, rotations imaginables. J'étais rendu un savant de la vision 3D dans ma tête. C'était le moment où t'aurais voulu passer un test de QI. Ouais, genre là, il s'était passé quelque chose, là. C'est un peu comme le monde qui se cogne la tête puis qui deviennent un savant, là. Mais c'était un peu ça qui s'était passé. Toi, à 30 heures de course d'un chic-choc, il y a de quoi qui se passe puis Ouais, mais par savant, je devais avoir un QI de 32, mais j'étais capable de faire spinner un camion dans ma tête. Mais tu t'es réveillé de ta sieste en faisant ça? Ouais, mais je me rappelle, j'avais les yeux fermés puis là, je faisais ça puis je me disais, my God, c'est incroyable, imagine tout ce que je peux faire maintenant, puis finalement, je peux rien faire de plus que ça, là. Wow. Mais ouais. Fait que ça, pis là on s'est levé, pis là, je me sentais vraiment mieux qu'avant de dormir, mais je me dis, ok, oui, là, je rentre dans un territoire bizarre que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. T'étais-tu excité de rentrer dans ce territoire-là? À ce moment-là, je pense c'est qui, c'est... Comment qu'elle s'appelle, la fille qui a fait le FKT du SIA américain? Tara Dower? Ouais. C'est ça? Ouais. Qui disait, tu deviens un race car, là, tu sais, le monde s'occupe de tout c'est juste avant ça. À ce moment-là, j'étais devenu ça, c'est juste, il y a une trail, on avance, pas de questions. Fait que, tu sais, j'étais pas en train de me poser des questions philosophiques sur comment je me sentais, c'était plus genre gauche, droite. Bon, on revient comme à la base de la vie, là. Ouais, exact, là, les choses les plus simples, là. Mais oui. Puis là, la deuxième nuit a commencé, puis là, la majorité du monde ont eu la nuit difficile, correct, mais moi, je suis parti complètement en couille, là. Il y a 2 heures que je me rappelle juste plus. Tout court, mais c'était quand même le fun, moi, parce que j'avais des pacers. C'est ça, à ce moment-là, vous aviez les pacers qui rembarquaient au lac Cascapédia ou en fait, excuse-moi, là, j'ai skippé parce que ça a été quand même vite, le bout jusqu'à Cascapédia. Okay. Ouais, de Thibault à Cascapédia, c'est pas si long. Ça va plus vite, c'est le bout plus roulant de la course un peu, là, fait que ça a bien été. Puis pendant cette zone-là, je me sentais fatigué, mais c'était pas pire, j'étais encore... Le 15 minutes de sommeil fait quand même... Ça recharge quand même vite, là, 15 minutes, fait que j'étais remonté quand même pas pire. Puis, fait que on s'est rendu jusqu'à Cascapédia. On a vu un super de bel orignal gigantesque qui était dans la trail, qui nous regardait, qui avait pas l'air trop stressé à propos de nous. Puis là, à un moment donné, il est parti, mais tu sais, je me rappelle, c'est un beau moment. Quand même, là, on voit ça sortir, puis j'ai calé qu'on est vraiment dans la nature. Mais je pense que Ben, il a vu un coyote à ce moment-là aussi. Fait que tu sais, ça te rappelle que t'es dans leur territoire un peu, là, mais le gros chevreuil passé d'entre elles, c'est pas lui qui se tasse quand t'arrives, là. Non, fait on essaie de le faire tasser, puis lui, ça lui dérange pas bien. T'es pas impressionné par vous autres, là. Non, pas en tout. Puis ça reste que dans ce secteur-là, rendu là, il envoie beaucoup d'humains. Tu sais, c'est un secteur quand même... Je veux dire, il y a pas 2000 personnes qui passent là, mais rendu à la Cascapédia, c'est des trails que le monde va se parquer puis vont hiker continuellement tous les jours. Fait qu'ils pas impressionnés par vous autres. Ben, t'as vu un coyote? Ouais. Moins le fun peut-être comme moment, dans le sens que l'orignal, dans la 95% des cas, 99% des cas, c'est pas dangereux, là. Je veux dire, il fait sa vie, puis tant que dans ce cas-ci, coyote, on se rappelle qu'au Chic Choc en 2023, il y avait abrégé des parcours parce que le coyote attaquait le monde. Ça devait pas être le fun. Il a fini par partir? Ouais, il était comme dans mon... Il était comme à gauche sur la forêt, puis là, je pense qu'il a suivi un autre coureur. Fait que c'est l'autre coureur qui est pogné avec, c'est... Je pense que David l'a vu juste avant moi, comme si j'ai croisé tout le temps. On a vu le coyote. Ah, ok. Mais c'est la beauté des Chic-Chocs aussi. Fait qu'il y a un beau moment. Est-ce qu'il y a un côté un peu invraisemblable quand ça fait comme 40 heures que t'as pas dormi, tu vois le rignal, il y a un petit décalage de si tu vrai, si tu pas vrai. À ce moment-là, est-ce que le cerveau commence à jouer des tours?
Ouais, ben on était une coupe ensemble. En plus, on avait ramassé 2 coureurs qui dormaient par terre, mais semble à ce moment-là, là, fait qu'on était un beau petit train de coureurs mêlés. Là. Puis, mais tu sais, un orignal de base, il était énorme. C'est tellement gros que quand t'en vois à côté, même si t'es pas fatigué, même si normalement, c'est impressionnant. Là. Fait que à ce moment-là, au début, c'est comme wow. Puis après ça, tu te dis ouais, mais là, s'il se tasse pas, moi, je fais quoi? Là, finalement, il bouge, il va-tu nous tuer? Non, on est good. Puis là, il s'est en allure. Ouais. On va pour passer, il revient, tu sais, c'est comme un genre de bizarre de moment. Tu sais, quand t'es fatigué, tu te demandes, c'est-tu normal? En tout cas, moi, j'étais un peu mêlé à ce moment-là, mais ça reste un beau moment. Ça se comprend. Ouais. Mais ouais, un orignal, tant que t'en vois pas en vrai, je veux dire, tu peux t'imaginer de quoi de gros, mais un mâle avec le panache en plus, là, ça a aucun sens. Je veux dire, c'est un animal typique du Québec, là. On peut en trouver dans nos forêts. Ça a aucun sens pareil. Je veux dire, on n'a pas idée à quel point c'est immense tant que t'en vois pas un. Tu fais, il peut comme me manger pour déjeuner puis avoir faim encore après. Là. C'est immense. Fait qu'on voit ça, on embarque dans la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres hallucinations après le race car qui bouge? Non, le camion rouge qui bouge. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'est passé? Ouais, ben là, ça c'était comme au début de la nuit, mais après ça, qu'on a ramassé les Pacers au lac Cascapédia, là on est parti. Puis c'était un peu facile pour moi parce que ça, je suis capable de comme zone off puis juste suivre le monde qui sont en avant. Mais tu sais, je me rappelle activement être dans le trail puis me dire genre qu'est-ce que je fais ici là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce que je suis. Je me rappelle, on dit est-ce que je suis qui? Puis là je suis comme Robin, good, je me souviens je suis qui. Parce que je me rappelle, je me suis dit comme OK, on est où? Là je suis comme fuck, je sais pas on est où, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans le trail, je me souviens-tu je suis qui? Ah oui. Correct. On peut continuer. C'est le test, en fait. Si la réponse est là, on continue. Fait que j'ai juste suivi le monde en avant. À ce moment-là, je commençais à avoir rien d'incroyable, mais je faisais du genre de pattern matching, là. Fait que tout ce qu'il y avait 2 cercles, c'était comme des yeux. Fait que tu sais, tous les arbres avec des nœuds dedans, toutes les roches par terre, tu sais, je regardais partout. Ça avait pas trop de sens, mais je pouvais continuer à avancer. Mes jambes, mon corps était correct, c'est juste le cerveau qui suivait pas. Fait que là, à ce moment-là, je savais qu'il y a un aid station qui s'en venait. Puis il y avait Laurence Barry qui remplaçait, qui venait me pacer moi, qui était supposé pacer Simon, mais finalement est venu avec moi. Que là, j'ai dit, là, il y a un aid station qui s'en vient, puis je me rappelle, j'ai donné 2 flashs, j'ai dit, remplis-moi ça de coke. Moi, je vais me coucher à terre. Fait qu'on est arrivé au aid station. Moi, je me suis à terre, j'ai peut-être dormi un autre 2-3 minutes. Puis pendant que les gars faisaient leur ravito, puis quand ils sont arrivés pour repartir, ils m'ont réveillé, j'ai mis les 2 places de coke, je suis reparti. Quand t'as dormi 2 minutes, t'as-tu senti que ça a fait un reset? On entend souvent ça dans les longues distances, que des fois, 1 ou 2 minutes, juste fermer les yeux, c'est suffisant. Mais j'ai pas bien dormi à ce moment-là. Okay. Là. Évidemment, le monde pensait que j'allais avoir froid, fait qu'ils m'ont mis une grosse couverte dessus, mais me suis mis à suer, fait que j'ai pas vraiment dormi, mais juste fermé les yeux. Ça aille, là, ça a pas fait comme Courtney, un genre de reset de 2 minutes, là. Mais 2 minutes, c'est mieux que 0, là, fait que j'étais quand même content d'avoir fermé les yeux. Puis après ça, en repartant, là, je pensais que j'étais correct, je pensais que tout était correct, mais ça tombe que, j'ai vu des affaires pendant la course que je pensais que c'était là, puis après ça, en parlant à ma blonde, elle était comme, mais voyons, t'es-tu capable? Tu penses-tu que c'était vraiment ça, tu sais? Comme quoi, par exemple? Ben, disons, le plus gros, c'est vraiment au pied du Mont Albert, il y a comme plein de grosses roches puis de la poussière de roche entre les roches. Puis je sais pas pourquoi je voyais comme si c'était comme de la glace, disons c'était sur un lac, tu peux voir peut-être un 2 pouces de profond. Puis je pensais que c'était la lumière du soleil qui se levait, qui frappait sur ça. Je me disais waouh, c'est la nature, c'est si beau. C'est si beau là la lune là. Puis là je me disais calé. Puis là je regardais puis là tout le monde, personne faisait rien. Puis là, je me disais René, c'est donc bien beau ça, pourquoi personne en parle? Puis là, il était comme ta gueule, là, de quoi tu parles, tu sais? Il pensait que je niaisais. Là, j'ai comme mais non, mais pourquoi ça fait ça? Puis là, je m'attendais à ce qu'il m'explique, là, c'est la lune. La science derrière. Ouais. Puis là, j'en prenais dans mes mains, tu sais, le sable à terre, puis là, je regardais, ça marche pas dans mes mains, bizarre. Puis là, les gars disaient arrête, tu sais, continue, tu sais. Ils pensaient que je niaisais ou je sais pas trop. Et là, moi, j'ai continué jusqu'à la fin de la course, puis là, je m'ostinais avec eux autres. J'étais genre, ok, arrêtez de me faire passer pour un fou, là, Puis tu sais, le lendemain, après ça, parce que ma copine n'était pas là, mais tu sais, en revenant le soir, le lendemain, j'y disais ça, puis là, elle marquait, puis elle était comme, ouais, non, ça marche pas, puis là, je me dis, non, ça a pas de bon sens, puis j'ai comme réalisé, tu sais, une journée après que ça avait pas d'allure. Fait il y a bien des belles choses dans les chic-chocs, mais ça... Non, il y a pas la pierre de cristal. Là, je me dis, ça doit être des feux, c'est les cendres, puis là, les cendres, tu sais, j'étais loin là-dedans, fait que tu sais... Si c'était à refaire, si j'étais tout seul, il aurait fallu que j'arrête de dormir. Là. Ouais. Là, je dis ça, si vous êtes seul, vous commencez à faire ça, tu sais, dormir. Je pouvais pas prendre de mauvaises décisions. On avait 3 pêcheurs avec nous autres, on avait d'autres. Tu sais, je pouvais pas juste me perdre. Il y avait une bulle autour de vous, là. C'est un secteur que si t'arrives là tout seul, pas de pacer, c'est fucking dangereux. Je veux dire, c'est dangereux en plein jour avec 3 km d'impact. Je veux dire, la cuve et tout ça, c'est extrême.
au niveau où t'arrives, c'était bien que vous ayez du monde parce que si vous pensez faire cette course-là, vous écoutez, vous dites hey, je pourrais faire ça sans pacer, je suis capable. Ouais. Il y a peut-être une bonne raison de prendre un pacer. Ouais, un pacer puis tu sais, dormir. Si tu peux pas, dors. C'est ça, moi j'avais ce luxe-là un peu de pouvoir rely sur mes pacers là. Mais ouais. Fait que ça, je dirais, c'est la première fois que ça m'arrivait de partir comme ça. Puis j'espère, à travers mes autres courses, jamais se rendre là, parce que qui sait qu'est-ce qui pourrait arriver, là. Surtout que c'est des terrains dangereux. Mon corps était correct, mais tu sais, des décisions, des mauvaises décisions, ça te fait payer vite, là. Ouais. Surtout dans du terrain technique, là. Fait que ouais, c'est ça. Ça, c'est la deuxième nuit qui est une méchante coche. La deuxième nuit, c'est quelque chose, là. La première, beaucoup de gens peuvent passer à travers, mais la deuxième, je sais pas qu'Aimé René puis Mathieu ils ont fait pour pas virer fou. Moi, j'étais complètement fou à la fin, là. Ouais. Ça aurait pris une petite heure de sommeil. Oui, genre 1 heure, ça aurait... T'aurais été en masse correct dans les temps. Le deuxième lever du soleil, on parle souvent que quand on fait une nuit blanche en trail, il y a quelque chose qui se passe psychologiquement, physiquement quand le lever du soleil se passe. Ouais. Le deuxième, as-tu encore cet effet-là? Moi, oui. Ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé. Mathieu aussi? Ouais, j'étais magané. Mathieu était magané un peu. Mais oui, ça aide vraiment gros, là, tu sais, c'est sûr que t'es plus fatigué, là, mais il y a une grosse différence entre l'heure avant que le soleil se couche puis l'heure après que le soleil se couche. C'est des terrains difficiles, surtout à la fin, nous autres, on a fini le matin tôt, là, fait que la dernière partie de la course est quand même difficile aussi, mais tu sais, l'énergie remonte, j'ai commencé à remanger un peu plus, tu sais, la nuit, tout hiberne un peu, là, tandis que là, au lever du soleil, tout va mieux, là, ouais. La deuxième fait la même chose. Hein. C'est quoi le feeling quand on tombe sur la petite portion de route, puis tu sais que t'es à moins d'1 kilomètre, d'enjamber une espèce de garde-fou, pour te rendre jusqu'à l'arrivée? Hey, ça je peux pas parler pour tout le monde, là, mais nous autres, là, c'était l'extase. C'était incroyable. Les Pacers, là, sont juste virés complètement fous, là. Ça s'est mis à crier puis à sauter partout. Ça s'est mis à tourner en rond autour de nous autres. Nous autres, on s'est mis à capoter, on s'est mis à pousser le pace. On allait à quoi? 2 minutes 10 kilos? 2 minutes 10 kilos, Mathieu dit, mais, tu sais, on sprintait, là. Je sais pas pourquoi, là. Mathieu s'est mis à courir aussi vite que son corps le laissait. Sa route à la fin, là, nous autres, on essayait de le rattraper. On traverse la route, tu sais. C'était complètement fou comme dernier moment, là. Surtout que, tu sais, toute la course, tu cours pas si vite que ça, là. T'es comme pogné. Puis là, à la fin, nous autres, on avait encore des jambes, tu sais, qui étaient surprenantes. On était maganés, mais nos jambes fonctionnaient encore. Personne ne blessé. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, d'habitude, tu es émotif parce que la course finie, mais là, en plus, on était juste fous, là. On se mettait à courir partout. Fait que c'est comme un vraiment beau moment. Puis à ce moment-là, ça, je disais, tu sais, même si je me casse le fémur, je vais être capable de ramper jusqu'à la fin. Fait que tu veux pas te jinxer, là, mais... tu sais, you made it, là. Tandis que même à la queue du Mont-Albert, c'est encore tough, les trails, il peut encore se passer de quoi, là. Tandis qu'à ce moment-là, tout est good. Ouais. Tout est good pour le fémur, puis... Ouais, tout est good pour le fémur. C'est cool ce que je vois de JP qui est là. Vous êtes arrivé, genre, 5 minutes avant le départ du 26. C'est-à-dire que vous êtes probablement les gens du 100 000 qui ont reçu le plus de vagues d'amour pis de décibels à votre arrivée parce que t'avais 100 personnes qui partaient pour une course de 26. T'es pas là pour nous, hein? On était là pour vous et pour courir. Mais on a pu être témoin de l'arrivée de ces 3 guerriers-là avec vos pacers. C'était malade. Comment tu t'es senti quand t'as traversé la ligne d'arrivée? Mais je comprenais pas pourquoi il y avait tant de monde que ça. Avec l'UTMB, moi, il est là pour moi. Avec rétrospect, il me semble, Mathieu ou quelqu'un l'avait dit, ça doit être le départ, whatever. Mais oui, il y avait tellement de monde à l'arrivée, c'était vraiment incroyable. Puis, si on était arrivé 3 minutes plus tard, ça aurait été un peu chaotique, là. Tout le monde arrive à contresens vers nous autres. Ça aurait pu être surprenant pour des gens que le cerveau est un peu atteint d'avoir comme 100 personnes qui courent dans ta direction. Mais ouais, fait que c'était comme une fois, on a croisé la ligne d'arrivée les 3 en même temps. Finalement, c'est moi qui ai fini en premier, c'est moi qui ai le meilleur chrono. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Vous êtes j'étais allé voir les classements, puis vous êtes officiellement 8e, 9e et 10e, alors que vous êtes officiellement 8e, 8e et 8e. Ouais. Puis là, mais t'es le premier des 3. Ouais, les gens me disent, Robin, t'as essayé de les out-sprint à la fin, les out-kick, c'est pas fair. Mais non. J'ai été plus intelligent que ça. Moi, je suis parti après eux. Je savais que si on finirait, ça serait peut-être ensemble. Fait que je suis parti genre 3 secondes en arrière d'eux autres. Comme ça, mon chrono est parti plus tard. On a fini ensemble, fair. Je vous ai battu. Excellente stratégie. Fait que si vous pensez faire 40 heures de jog dans le bois, partez après tout le monde. C'est ça le truc. Félicitations. Les autres, c'est cute, là, leur 9e, 10e position. Tout a fait le top 8. Tout le monde sait qu'en top 8. Tout le monde sait qu'en trail, top 8. 9e, qu'est-ce que ça vaut? Mais c'est quand même malade parce que tu pars, tu te dis si ça va bon, on va réussir à se suivre, mais de réussir à le faire 40 heures et quelques plus tard, c'est complètement fou de s'être tenus ensemble. Est-ce que tu penses que tu te serais rendu au bout dans les mêmes conditions sans tes 2 acolytes? Ça aurait
first, c'était vraiment moins de fun parce que ça s'est avéré être une expérience de communauté, je pense. Tu sais, moi, j'ai connaissais, c'est des bons coureurs qui passaient du temps des amis, mais tu sais, en sortant de là, tu sais, chaque fois qu'on se croise, maintenant, on se regarde du coin de l'œil, puis tu te rappelles-tu? Tu penses-tu encore à la course? Ben oui, je pense encore à la course, tu sais. Fait que... des choses qui se disent pas même devant le micro, là. Non. Mais c'est sûr que, je veux dire, en trail, on dit souvent qu'on vit une vie dans le temps d'un ultra, puis un ultra, c'est comme une vie. Vous avez quand même partagé 40 heures. Il y a pas grand monde dans la vie avec qui tu peux passer 40 heures. Non. Même nos conjoints passent 40 heures ensemble. Oui, fine, on a dormi 16 heures là-dessus. Là, c'est 40 heures en continu. Ouais. Il y a pas grand monde ici qui peuvent dire que ça s'est déjà fait. Là. Ouais, c'était vraiment, tu sais, tu le sais pas quand tu commences la course, mais à la fin de la course, c'est vraiment incroyable de penser que, tu sais, qu'on courait ensemble, mais pas tant que ça, mais de suivre du monde pendant toute cette course-là, 170 km, 40 heures là, c'est vraiment spécial. C'est plate. J'aimerais ça dire au monde, il faut essayer ça, mais tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux scripter d'avance. Tu sais, il y a des histoires vraiment incroyables de la course, là. Je pense justement à Benjamin Turgeon qui courait avec son père, qui, tu sais, son père sortait du Hard Rocks quelques semaines avant, mais tu sais, qu'eux autres espéraient faire ça, puis ça a pas fonctionné. Fait que, tu sais, quand ces occasions-là passent, t'es prêts, puis on sait jamais quand ça va être possible de reproduire ces conditions-là. Fait que, tu sais, je suis conscient que cette course-là, c'est spécial, tu sais, pour moi, puis c'est pas quelque chose qui peut être partagé par tout le monde, mais tu sais, ça aurait pas pu être possible sans eux, puis c'était vraiment une expérience de malade, là. Fait que... Ouais, puis vous repartiriez là maintenant, puis on va refaire la même affaire, puis ça veut pas dire que ça va se passer comme ça, tu sais. Il y a eu une conjoncture, toutes les astres alignés, puis vous avez vécu ça, là. Ouais, exact. C'est malade. Ouais. Ça a pris combien de temps s'en remettre de ça? Émotionnellement, mentalement, physiquement? Physiquement, ça a été vite, là. Je comprends pas comment on s'est remis de ça de vite, là. Tu sais, la course est finie le dimanche, puis le mercredi d'après, on est allé au queue de courir, là. Pas vite. Bon, on y est allé pareil, puis c'était malade. Émotionnellement, c'était des beaux moments, fait que je dirais pas, tu sais, je suis nostalgique quand j'y pense, mais émotionnellement, j'étais fier de moi, puis content de la course, comme, tu sais, tous les coureurs peuvent relate un peu quand ils ont fini un gros défi qu'ils ont fait. Mais d'arrêter d'y penser, tu sais, je me rappelle, la joke, c'est que Mathieu, on est allé courir, genre, tu sais, peut-être 3 semaines après ensemble, puis j'ai dit, tu penses-tu à la course à tous les jours? Puis il me dit, en esti, mon gars. En esti, mon gars. Fait que, tu sais, c'est ça, on y pense encore souvent, là. Fait que, tu sais, c'est la raison pourquoi le monde court, là. C'est, tu fais ça, puis après ça, t'as des histoires à compter pendant un bout, là. Ouais, puis ce que j'entends, tout ce que t'as de positif à raconter sur cette course-là, c'est pas la distance, c'est pas l'accomplissement, c'est pas la belle boucle de ceinture que tu peux porter partout. C'est le moment que t'as passé dans le bois avec ces gars-là, c'est l'histoire, c'est ce que vous avez vécu ensemble. Ouais. Puis je pense que c'est ça le trail, là. Tu sais, c'est le fun, la distance, ça nous challenge au quotidien de se dire, j'ai ça qui s'en vient, je vais m'entraîner, mais concrètement, ce que tu vis le jour de la course, c'est le côté communautaire, là. Ouais, exact, là, c'est ça l'histoire, c'est ça pourquoi le monde continue à courir, là. Tu sais, si tu courais tout seul, pas grand monde qui le ferait, je pense, là. Fait que, ouais, c'est le fun que ce soit un sport, justement, que tu puisses pratiquer avec du monde, puis partager des histoires de même, là. C'est pas tout le monde qui vive ça, mais tu le souhaites, tu le souhaites quand même. Si quelqu'un te dit, hey, je m'en vais faire cette course-là, c'est quoi le conseil que tu me donnes? Maudit malade, ça j'ai dit. Maudit malade? Pas manger un burger au kilomètre 37? Carb load. 2 coke? Mais, juste, ça reste que c'est un 100 000, là, il est difficile, là, mais c'est un 100 000, fait que, tu sais, toutes les règles s'appliquent, là, mais je dirais surtout d'être patient, puis, tu sais, vu que c'est long, la grosse différence, c'est le temps que tu vas passer sur le sentier, là. Fait que toutes les erreurs que tu fais, tu vas les traîner plus longtemps. Fait que tu prépare ton gear, prépare ton crew, apprends à soigner tes pieds. Puis tu sais, pendant la course, pense à tout là parce que tu vas le payer longtemps là. Puis tu sais, justement, il y a des courses que disons un 160 qui va te prendre un 24 heures, ben tu sais si t'as de la misère à moitié, ben ça va peut-être sock pendant un autre 15 heures, mais là tu vas le payer longtemps. Fait que, c'est ça, mais j'encourage le monde à le faire, j'encourage tout le monde à se préparer pour là. Mais tu sais, c'est vraiment une aventure, là, une vraie aventure là. T'as l'impression de découvrir un nouveau territoire pendant que tu t'en vas là-bas, puis c'est clairement dans les plus beaux endroits. C'est la côte est de l'Amérique, là, fait que moi je conseille à n'importe qui de le faire, mais préparez-vous. Puis tu découvres des manifestations écologiques que oui. seul toi tu peux vivre, de la glace en haute altitude, je veux dire, tu peux pas découvrir ça si t'as pas couru les 35 heures avant. Tu peux pas un camion rouge. Voilà. Essayez donc de faire ça. Essayez donc de faire ça, ceux qui écoutent. Non, vous pouvez pas. Après 30 heures de course,
Ouais, ils essayeront ça après le podcast. Fermez vos yeux, imaginez un camion rouge. Qui spin. Spin dans une orientation, arrête, spin dans l'autre. Personne ne peut faire ça. Sauf Robin après 30 heures de course. À quel moment, parce que je sais la suite, là, mais à quel moment tu t'es dit, bon ben, j'ai fait ça, pourquoi pas essayer ça pendant 6 jours au lieu de 2? Je dirais ça. À toutes les courses que j'ai faites, je sais pas si tout le monde a le même sentiment, mais quand ça se passe bien, tu te dis, oh my god, je pourrais, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que j'aimerais. Fait que tu sais, moi, après la course, je savais que je voudrais faire d'autres courses comme ça. Ça a pas été trop long à repenser tout de suite à qu'est-ce que je voulais faire pour la suite, là. Fait que tu sais, tout de suite, mon plan général, c'est je me disais, j'aimerais ça faire, parce que j'en ai fait un par année pendant 2 ans, mais j'aime vraiment ça l'aventure, puis j'aimerais ça être assez en forme pour pouvoir en faire plusieurs pendant une année. Fait que je me disais, ça serait cool d'en faire, tu sais, peut-être 2-3 l'année d'après, tu sais, maîtriser un peu la distance, puis qui sait, un jour, j'aimerais ça faire les grandes aventures, tu sais, des 200 000 ou le Tour des Géants, des choses comme ça, des choses sur plusieurs jours. Fait que tu sais, j'ai commencé à regarder ces courses-là. Puis là, je vois un peu où c'est que tu t'en vas avec ça, là. Mais tu sais, j'ai une couple de courses bucket list dans ma tête, là. Tu sais, Fait que tu t'imaginais, on va faire plusieurs 100 000 dans une même saison. Ouais, je m'étais dit, disons, ma vision long terme, ça serait... Au début, je me disais, je vais faire un 100 000. Je l'ai fait une fois. Je vais en faire un autre, m'habituer. Puis après ça, tu sais, si tout est parfait, j'en ferai 2-3 pendant une année. Puis après ça, l'année d'après, ou l'autre année d'après, je ferais quoi comme, tu sais, le Thor ou le Bigfoot 200 Tahoe, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que ces courses-là, des 200 000, vu que c'est super compliqué à organiser, il faut que tu t'inscrives d'avance, qu'il y a une loterie, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas être pris. Fait que moi, j'ai regardé ça un peu, j'ai regardé le Tour des Géants, je me dis, ouais, c'est trop, là, c'est un 200 000, mais il y a une méga coche, là, c'est comme 25 000 mètres. C'est quasiment le double du temps des autres 200 000. Exact, là, fait que c'est comme un monstre. Fait que là, je regardais, puis il y a une course qui avait sur ma bucket list depuis longtemps, c'était le Bigfoot 200. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire à la loterie de tout ça, puis ils disent pas c'est quoi les odds que tu sois pris. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je me suis inscrit, puis je me dis, ben, puis je serai pas pris, je vais être pris dans 2-3 ans. Finalement, première année, pris first try. Je sais pas c'est quoi les chances que ça arrive, je pense que c'est quand même bas. Mais j'ai été pris first try, fait que là, l'année prochaine, c'est ça qui se passe à la fin août. Ben, en fait, du 8 au 12 août, on s'en va au Bigfoot 200, qui est une course de, c'est ça, 330 km dans l'État de Washington, qui est un du Triple Crown de 200 000 aux États-Unis. Une super de belle course, un peu du même type que les Chic Chocs et pour le 100 000, le Bigfoot est pour les 200 000. C'est un peu le plus sauvage des trois. C'est ça, exactement. Les 3 grands 200 000, c'est celui qui est connu comme étant le plus Chic Chocesque. C'est ça, tu sais, profond dans les forêts nationales de l'État de Washington. Donc, il passe par Cascade Mountain, qui passe par le Mont Saint-Hélène, qui est un volcan qui est passé en éruption en 1980. Fait que c'est des super de beaux territoires alpins avec un peu comme c'est la fin des Rockies, là. Fait que ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'on a en Alberta, à Banff, pis tout. Fait que c'est ça le plan. C'était pas ça qui était prévu. Dans ma tête, je voulais plus le faire dans 2-3 ans. Mais l'opportunité arrive, puis je suis un gars qui dit pourquoi pas. Fait que j'ai dit pourquoi pas. Voilà, puis tu sais, tu disais que tu voulais faire plusieurs 100 000 dans la même saison. C'est ce que tu fais, c'est juste qu'entre ton premier puis ton deuxième, il va y avoir comme 3 minutes. Ouais, c'est ça. Mais ça va être fait, tu sais. Ça compte. Est-ce que, tu sais, mettons, là, t'as complété un premier 100 000, un deuxième 100 000. Tu sais ce que toi, tu dois faire physiquement pour te rendre au bout de ces épreuves-là. Là, c'est le double en distance, mais on s'entend, c'est pas le double en entraînement. Certainement pas, non. La prochaine année, en fait, les prochains 7 mois d'ici là, 7-8 mois, c'est quoi le plan de match pour te préparer pour ça? Ouais, ça reste, tu sais, c'est le double de la distance, mais comme tu l'as dit, c'est clairement pas le double de l'entraînement, là, sinon je me serais pas inscrit à ça, là. Mais ça se ressemble dans le sens que c'est beaucoup de longues sorties. Les coachs sont pas nécessairement tous d'accord avec comment tu devrais approcher ces distances-là. Fait qu'il y a pas vraiment une recette gagnante, un peu comme sur les 100 000, c'est quand même bien connu, c'est comment les pros s'entraînent, tout. Fait que je vais y aller un peu comme j'ai toujours été, je vais regarder, tu sais, qu'est-ce que c'est le 200 000? Ben, c'est beaucoup courir quand t'es fatigué. Fait que ça va ressembler à de l'entraînement de 100 000. Donc, qui fait beaucoup des back-to-back long run, mais je vais sûrement faire plus de fast pack. Fait que, à la place de faire 2 jours, des 3, des 4 jours de back-to-back de 50 km et plus, juste pour apprendre à bouger pendant plusieurs jours un peu fatigué, sans non plus détruire ton corps sur un 100 000. Fait que ça va ressembler à ça. Puis aussi, il faut que tu traînes beaucoup de stock. Là-bas, c'est vraiment reculé, beaucoup traîner, tu sais, des 2, des 3 litres d'eau avec du stock pour quand il fait froid, quand il pleut, tout. Fait que le fast packing semble être la méthode Parce que la poussette, il n'y a pas droit, je pense. C'est ça,
C'est pas possible, malheureusement. Je sais pas, hein? T'aurais-tu le doigt? Ben, à suivre. Tu peux te demander. C'est très technique là-bas. En descente, c'est pas pire. Peut-être c'est tannant. Ça t'a pris une 40aine d'heures pour les Chic Chocs, là. Je connais même pas le Bigfoot 200. C'est quoi les temps approximatifs que ça peut prendre? Je sais pas exactement le terrain, ça m'a quoi. Je sais qu'il y a du monde qui l'ont fait, avec qui je vais parler. Justement, tu m'as référé. C'est quoi son nom? Francis? En tout cas, je sais qu'il y a Francis Picard. il y a des Québécois qui ont déjà fait ces courses-là que je vais parler un peu. Parce que c'est tough. Tu parles à du monde souvent qui vient de la Californie qui ont fait la course. Fait que tout le monde te le vend comme étant une course effroyablement technique. C'est sûr que si tu cours sur de la terre battue tout le temps, ton technique me fait pas si peur que ça. Beaucoup moins technique pour ces gens-là. Donc, pour ceux qui vivent au Québec, beaucoup moins technique. Moins technique, c'est ça. Fait que je m'attends, ça roule quand même vite, mais ça va tourner dans les alentours de proche de 4, sûrement un petit peu moins de 80 heures, là. Fait que 70-80 heures, mais j'ai pas vraiment de comparatif. Ça qui est le fun, je connais personne personnellement qui l'a fait. Fait que je m'enligne un peu dans l'inconnu. J'aimerais ça avoir un gauge pareil, mais ça va ressembler à ça, là. Fait que c'est plus un genre de 3 jours. Mais pour avoir parlé beaucoup avec Francis, je le connais bien dans la vie, pour t'avoir parlé en masse, je pense que vous allez pas juste vous entendre pour recueillir des conseils pour le Bigfoot. Je pense que vous êtes le même genre de coureur. Je vois plein de similitudes. Fait que tu parlais Francis. Puis juste pour toi, Francis, Roots. Il rit toujours de moi que je dis trop ce mot-là. Roots. Ouais, lui, il boit une gorgée de double IPA avant chaque fois qu'on dit Roots. Fait qu'on va faire les questions avec l'arnaque. Ta question va toujours être Roots ou Roots? Roots. Merci beaucoup, Robin. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de découvrir. Je pense que tu as diverti l'auditoire ici présent. C'est une histoire vraiment intéressante de tes débuts à la course jusqu'à compléter ce 170-là dans les Chic Chocs. Tu as une approche de la course qui, je pense, qui est exemplaire quand même. Cool. Non, mais je veux dire de se fermer d'avoir cette capacité-là de fermer le cerveau complètement puis d'avancer, d'avoir cette capacité-là de ne jamais considérer qu'arrêter est une option. C'est un don. C'est pas ça parce que ça se travaille, mais je veux dire, c'est quelque chose de très très fort que t'as en toi, puis comme pas de doute que t'as Bigfoot 200, on va s'en reparler dans un an, puis ça va avoir bien été, là. Ouais, j'espère. Là, on le voit aller, on se demande juste après Bigfoot, ça va être quoi, mais ça sera une discussion pour une autre fois. On arrive au bout de performance qui est les questions avec l'arnaque. Et là, personne ici présent est au courant, mais au dernier épisode avec Bruno Blanchette, j'ai remis les pendules à 0. J'étais tanné depuis 222 épisodes de dire le record c'est 10 secondes, mais là t'es par Zoom, fait que tu pourras pas le battre. On a remis ça à 0. Puis les questions avec l'arnaque, j'avais les records, les FKT, les temps les plus rapides, hommes et femmes. En trail, on s'en fout, hein, ça n'existe plus ça, là, je veux dire. Plusieurs femmes nous ont prouvé qu'il n'y a aucune différence dans ce sport-là. Fait que les questions éclairs non plus, il n'y a plus de différence. Maintenant, ça va être la catégorie FKT en présentiel et en Zoom. Bruno Blanchette a le nouveau FKT parce qu'il a été le premier à le retenter. Fait que je suis soit premier ou dernier. En fait, non, t'es le seul qui va être premier parce que lui, c'est en Zoom, toi, t'es en présentiel. Fait que le temps que t'établis maintenant devient un temps de référence. Fait que tu parlais de ton slowest... fait que je peux faire un temps de merde. Ton slowest known time, exact, entre Sherbrooke et Québec. Là, tu vas avoir le fastest known time, peu importe le temps que tu fais. Fait que c'est quand même un luxe. Je vais nommer ton nom plusieurs fois dans les prochains épisodes jusqu'à temps que quelqu'un batte ton temps. C'est bon, ça. Est-ce que tout le monde est prêt ici? Oui. Ouais? T'es prêt? Oui, éliminer du temps entre le micro pis... Route ou trail? Trail. Matin ou soir? Matin. Des plus ou des moins? Des moins. Gaspésie ou Charlevoix? Gaspésie. Questionnaire, chocolat ou érable? Érable. Racine ou boîte? Boîte. Hiver ou été? Été. Sherbrooke ou Québec? Sherbrooke. UTCC ou UTFS? UTCC. 100 000 ou 200 000? 200 000. 11 secondes. 10.98. Non, je peux pas. On s'entend, Robin, je vais te donner 10 parce que officiellement, on regarde à la caméra, 10.98, c'est 10 secondes. Oh yeah! Fait que même dans l'ancien système avant les pendules à 0, t'aurais le FKT. Pour vrai? T'es le nouveau détenteur du FKT. Là, je mets un bémol là-dessus, j'ai dit D-. Je pense que j'aime mieux le D+. Après un peu de réflexion, j'aime mieux le D+. OK. Hey, 10 secondes, 10 secondes. Bien sûr. Pour l'instant. Ça fait combien de temps que tu vis à Québec? Un an. Laissons-y le temps. Ah, j'ai fait 4 ans à Sherbrooke, là. C'est ça. Dans 4 ans, il repose la question. J'ai confiance. Go Team Québec. Robin, merci beaucoup de cette discussion-là. Je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de fun. Oui. Ça fait longtemps qu'on se parle le mercredi matin au Cute. Là, c'était le fun de le faire devant le micro puis de faire bénéficier à tous les auditeurs cette belle folie-là, j'ose dire, parce que tu as une approche du sport qui se démarque, qui est vraiment le fun. Je remercie tout le monde qui était là en ce jeudi soir pour écouter le film Infranchissable des Chic Chocs et découvrir l'un des 20 finishers de l'UTCC.
Félicitations encore pour ça. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui, dont ton père, ton capitaine de crew qui était là, dont tes acolytes Mathieu, René, Ben qui a terminé aussi. Oui. Puis merci à Fred que je vois de mon coin de l'œil ici, du camp de base. Venez visiter. En fait, allez suivre le camp de base sur les médias sociaux. Vous saurez quand venir vous chercher un excellent espresso à la boutique Vélo du Lac. Je voulais pas dire n'importe quoi. Donc, merci tout le monde. Merci à Fred du camp de base. Merci à NAC qui est le partenaire principal du podcast. Merci à Noctem pour la bonne bière, ceux qui en avaient ici. Merci à Mox Mocktail pour les meilleurs. Je me suis laissé prendre au jeu. Moi, j'ai diminué quand même ma consommation d'alcool. Ouais. Puis les Mox, pour vrai, là, je fais même pas une pub parce que c'est un partenaire du podcast. J'ai comme le goût d'en boire. C'est comme le fun, c'est sans alcool. Puis des fois, quand t'es tanné de l'eau plate, c'est le fun. Fait que voilà, je les remercie. Je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% cool. Et voilà. Hell Merci. yeah. Good Ah, job. ben, Merci tout le monde.